So, let's go, hebdo de l'innovation de cette semaine, avec plein de jolies choses à vous raconter. On continue, du coup on commence. Les appréciations formulées ne reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier. Je répète comme à chaque fois qu'ici on parle de technologie du futur dans un angle très technologique qui ne sont pas forcément des choses que vous pouvez activer tout de suite en tant qu'investisseur en vous disant oh, tiens j'ai vu ça, c'est une super techno, je vais investir dans telle startup et puis ça va être le futur Google. C'est pas comme ça que les choses se passent. Donc voilà, c'est pas parce qu'on dit qu'une techno ici a de l'avenir qu'il faut forcément aller tout de suite chercher les valeurs qui représentent cette technologie et aller mettre tout son capital dedans en disant je vais devenir milliardaire quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, je pense que c'est intéressant intellectuellement de comprendre un petit peu le monde pour justement pouvoir étudier ces valeurs tech, leur avenir, ce genre de choses et un peu mieux comprendre les choses. Donc on commence cette année avec comment a progressé l'IA en 2021. Donc ça c'est un petit segment qu'on va faire. Donc là vous voyez, on a les segments d'investissement, hein, d'accord. Donc vous les avez en centaines de millions de dollars. Donc on est sur du on est sur quelque chose où on était en 2013 sur pardon, pas en millions, on est en milliards, c'est bien ce que je me disais. Donc on était sur 5,2 milliards en 2013 et en 2021 on va passer à 176 milliards. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les différentes composantes. Donc vous avez minority stake, donc ça c'est de l'investissement, hein, c'est ni plus ni moins que du VC, ce genre de choses, d'accord, où vous allez prendre une part minoritaire du capital, ou c'est des entreprises qui vont prendre une part minoritaire du capital. Vous avez de la fusion-acquisition, donc ça c'est une société qui en rachète une autre, ce genre de choses. Du private investment, donc là on est sur des rounds généralement un peu plus grands que minority stake, et on a du public offering, c'est-à-dire de l'IPO. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en 2014 on a eu une grosse IPO, depuis c'est assez faible, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de compagnies quand même qui arrivent au stade de l'IPO, d'accord. La majorité des compagnies sont des compagnies qui se font racheter avant, d'accord. Parce que tout simplement pour les acteurs c'est quand même plus intéressant de comment ça s'appelle de les racheter assez tôt, et ça montre ça montre hop pardon hop là, ça montre la vision de la société à long terme. D'accord. Donc tout ça, c'est des choses quand même qui sont positives et qui montrent que vous avez une volonté de énormément de sociétés d'aller acquérir des briques dans ce secteur-là. Plus de 80% de ce que vous voyez en orange là, hein, donc les 21 milliards de 2020 et les 72 milliards de 2021, c'est de l'acquisition. Hein. Il y a assez peu de fusion dedans. D'accord. Ce qu'on voit aussi qui est important, c'est que les rounds d'investissement privés, ils ont monté massivement. Hein. Vous voyez que vous commencez à avoir une première traction dans les années 2015-2016, et depuis, il n'y a pas une année où vous faites moins que l'année d'avant. C'est-à-dire chaque année, ça augmente massivement. Vous avez juste minority stake qui sont un peu plus... ça dépend du nombre de dossiers. En 2020, c'est parce qu'il y a eu un gros dossier. Mais la plupart du temps, c'est des dossiers quand même qui sont assez petits, donc ça représente des sommes assez petites, d'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en gros
on est en hausse de 47% par rapport à 2020. Hein. Donc la hausse la plus notable, c'est la hausse des investissements privés qui passe de 46 milliards à 93,5 milliards, donc 103% de hausse. Hein. Et le bon, il profite avant tout aux startups qui ont des gros rounds d'investissement. Parce qu'en 2020, on avait 4 startups qui avaient reçu plus de 500 millions de dollars. D'accord. Et en 2021, on est passé à 15 startups. Donc vous avez une concentration de l'argent dans ce secteur-là qui est importante. Et donc cette concentration, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on commence à avoir des leaders. Et là où au tout début d'un secteur, vous pouvez avoir un peu un comportement avec énormément de personnes qui vont essayer d'arriver dans le secteur. Donc vous allez avoir une multitude de petites compagnies qui vont lever 10, 15, 20 millions, ce genre de choses. Là, on arrive quand même à des choses beaucoup plus sérieuses. Donc ça montre aussi que qu'on est plus proche du marché. Parce que plus les rounds sont importants, plus généralement ça vous approche du marché. Et ça indique quand même que vous êtes proche de quelque chose de sérieux. D'accord ? Donc après, on a la suite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est, vous voyez les papiers de recherche autour de l'IA. Et l'idée, c'est de regarder les papiers de recherche où il y a un travail qui est binational. C'est-à-dire que vous avez deux équipes qui ont travaillé sur le même papier, mais qui sont situées dans deux nations différentes. Et vous regardez un petit peu quelles sont les deux binationalités. Donc en fait, les binationalités, ce que vous voyez, c'est que le binôme qui me fait le plus de collaboration dans l'IA, c'est le binôme Chine-USA, d'accord, de façon très très importante, parce que vous êtes sur quasiment 3 fois, enfin un peu moins de 3 fois, allez, 2,8 fois le numéro 2, d'accord, et le numéro 2 c'est United Kingdom, donc les Anglais avec les Chinois, d'accord, qui sont juste là, et après vous avez les Anglais avec les Américains qui sont juste en dessous. Donc ce que ça montre, ça vous montre que c'est vraiment toujours la même idée, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des technologies comme ça, on a un avantage dans le monde actuel, c'est que le savoir circule et donc on partage de plus en plus le savoir. Et même entre ennemis, on partage notre savoir, parce que beaucoup vous direz, bah beaucoup d'universités ne voudraient pas que leurs chercheurs travaillent avec les Chinois. Bah la vérité, c'est que beaucoup d'universités américaines l'acceptent, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des papiers de top qualité, et que ce qui intéresse avant tout une université, c'est d'avoir une recherche de top qualité, et ce qui intéresse les entreprises, c'est la même chose. Donc au bout d'un moment, il y a un principe de réalité dans la recherche, d'accord, qui fait que la recherche est beaucoup moins politisée qu'on ne le croit. Même si, attention, ça ne veut pas dire que la recherche n'est pas politisée, hein. Y a quand même du politique dans la recherche. Là en ce moment, la Russie fait une utilisation politique de son agence spatiale, donc forcément vous allez avoir moins de papiers de recherche avec sur la physique ou ce genre de choses entre les physiciens russes et les physiciens américains en ce moment. Mais c'est un phénomène très très temporel, enfin dans une temporalité très très faible, qui va pas durer pendant 10 ans, 15 ans et tout. Alors que le conflit, entre guillemets, enfin la concurrence Chine-USA, ça fait 20 ans qu'elle dure, et pourtant ça n'empêche pas le travail entre ces acteurs. Pourquoi aussi vous avez de plus en plus de travail académique comme ça, avec des gens qui sont partout dans le monde ? Parce que comme maintenant, quand vous faites vos études, vous avez tendance à toujours partir à l'étranger, bah vous avez un melting pot qui se crée et des gens se connaissent. Et donc quand vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le même domaine que vous avez été en Italie travailler avec lui, bah vous avez plus de chances de faire de la coopération entre université française et université italienne. La même chose, quand vous êtes allé travailler en Australie ou en Chine, bah vous faites de la coopération. Et donc ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi intéressant pourquoi ? Parce que là où on peut dire que dans les années 1950, et je vous le répète souvent, il y avait quand même une vision de la recherche qui était très centralisée pays par pays, avec une capacité de projeter la science dans d'autres pays qui était assez limitée, et donc souvent on pouvait avoir l'URSS travaille dans ce sens-là, les Américains travaillent dans ce sens-là, les Japonais travaillent dans ce sens-là, et les gens se regroupaient assez rarement pour parler, et quand ils parlaient, on faisait très attention à ce qu'ils disaient, parce qu'on avait peur qu'ils balancent des secrets ou ce genre de choses, et du coup, si vous voulez, le melting pot se faisait pas, et donc les erreurs qu'avaient commis les Japonais, elles allaient être commises aussi par les Américains, et après par les Russes,
etc. Alors que maintenant, les erreurs qui sont commises par les Japonais, elles sont bien documentées, et donc les autres ont tendance à ne pas les commettre. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes, parce que plus vous avez une capacité de dispersion de la science, plus vous allez vite, et moins vous allez répéter des erreurs, tout en ayant toujours l'avantage de cette dispersion, c'est-à-dire que les Japonais vont chercher d'une certaine manière, les Américains d'une certaine manière, les Russes d'une certaine manière, les Français d'une certaine manière. Donc on s'ouvre le champ des possibles parce que chaque pays ou chaque université va prendre un parti pris dans sa recherche en disant on pense qu'il faut plutôt utiliser cette technologie-là. Et donc ils vont partir sur ça, mais les autres vont partir sur autre chose, et à la fin ça veut dire qu'on s'est ouvert le champ des possibles, et il y a une technologie qui va être plus intéressante que les autres, mais est-ce que c'est très facile de le définir en amont? Absolument pas. C'est pas possible de définir en amont la chose, d'accord? Donc on va continuer. Donc après, là, on a les brevets sur la période 2010-2021. Donc vous avez la courbe rouge, c'est vous demandez à avoir un brevet, et la courbe bleue, c'est on vous accorde le brevet. Ce que vous voyez, c'est qu'en Chine, il y a une grosse course. Pourquoi ? Parce que dans les universités chinoises ont tendance à beaucoup communiquer sur leurs applications, et pas sur ce qui leur est donné ou ce qui est donné aux chercheurs. Donc il y a une course un peu à dès qu'on a une idée, on essaye de créer un brevet par-dessus, on l'envoie à l'agence et on verra bien si on obtient un brevet ou pas. Et on brevette tout dans tous les sens, et puis après on réfléchit à ce qu'on a breveté et comment on peut le monétiser, d'accord ? Vous voyez que c'est pas du tout le cas en Europe et aux États-Unis, parce que vous voyez que en gros vous avez 4.8 4.88 et en approuvé on est à 1.81, et aux États-Unis on est à 19.6 en demande, et on est en 9.45 en approuvé. Donc en gros ceux qui ont le meilleur taux, c'est les Américains, d'accord, avec un taux d'approbation qui est un peu plus élevé que les autres, suivi des Européens, suivi de la Chine qui est très très loin derrière. Pourquoi est-ce que les Américains ont un meilleur taux d'approbation ? Parce que depuis très longtemps, les universités américaines ont un chemin pour définir ce qu'elles veulent breveter ou ce qu'elles veulent pas breveter. Elles ont une manière de créer ça, elles ont une manière de les monétiser, et les universités américaines sont quand même, au niveau de l'utilisation du savoir qui est créé par les chercheurs, beaucoup plus avancées que les universités européennes, parce qu'en Europe on a tendance à trouver que on n'est pas obligé de mettre un brevet. Donc on a un peu cette conception du partage de la science, et de se dire que nous on fait de la recherche, mais est-ce qu'on veut faire de l'argent ou ce genre de choses ? Pas forcément. Donc on n'est pas très bon sur le niveau des brevets comme ça. En Chine c'est un peu différent, l'idée c'est qu'il faut breveter pour obtenir des avantages commerciaux, mais en fait ils n'ont pas la capacité de définir ce qui est brevetable ou ce qui ne l'est pas efficacement, donc leur idée c'est d'aller inonder les régulateurs de demande, et puis après de voir ce qui est admis ou ce qui n'est pas admis, d'accord ? Aux États-Unis on est beaucoup plus dans le contenu et dans quelque chose de qualitatif. Ça vous montre encore une fois l'avance de la recherche américaine par rapport à la recherche chinoise, même si, attention, la recherche chinoise a fait beaucoup d'avancées, les universités chinoises ont bien avancé, mais c'est encore très loin de ce que vous trouvez dans les universités américaines. Après, c'est normal, il a fallu 40 ans aux Américains pour créer dans leurs universités des départements qui s'occupent de poser des brevets, de monétiser les brevets, de créer des startups liées à ces brevets-là, ce genre de choses. Donc forcément, la Chine en 20 ans va pas réussir à faire ce que les Américains ont fait en 40 ans. Sachant qu'en plus, dans le milieu académique, c'est quelque chose qui a besoin d'infuser souvent. C'est-à-dire que même si nous, en France, on mettait en place les mêmes choses que les Américains, on n'aurait pas des qualités d'utilisation des brevets comme les Américains. Parce qu'il faut le temps que ça infuse dans la tête des chercheurs, qu'il y ait des automatismes qui se créent, ce genre de choses. Et ça, c'est un cycle complet. Ça met 15-20 ans à minima. Et comme c'est des choses que vous devez faire étage par étage, vous avez un premier cycle de 15-20 ans et un deuxième cycle de 15-20 ans. On peut se dire que les Chinois devraient arriver au niveau académique à faire ce que font les universités américaines dans leur capacité à produire un travail de qualité et à avoir des brevets par derrière
dans 10 ans à peu près. Dans 10 ans, elle devrait avoir à peu près le même niveau. Avec une vision, c'est qu'en Chine, il y a quand même un peu plus d'étudiants qu'aux États-Unis. Donc il y a une capacité de déposer des brevets qui est un peu plus forte. Les universités poussent un peu plus sur la recherche dès le début en Chine, comparativement aux USA où ça se fait encore comme à l'européenne, plutôt vers la fin de ses études. Donc ça, c'est des changements qui vont normalement aussi jouer sur les taux d'application et de brevets obtenus. On continue. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la Visual Common Sense Reasoning. Donc là, c'est une sous-branche de la vision assistée par ordinateur. Donc c'est une branche où là, vous voyez, vous avez la baseline humaine. Donc ça, c'est ce que l'humain, nous sommes capables de faire. Donc on est à c'est 85. C'est ça, on est à 85. Et l'intelligence artificielle en 2009 était à 45. Et maintenant elle est à 72. Elle a fait un pas de géant de 2018 à 2019 en montant d'une trentaine de points. Et depuis, c'est vrai que le nombre de points qui monte est assez petit. On grappille entre 1 et 2 points par an. Alors ça dépend des années, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus faible. Pourquoi dans la VCR on a du mal à augmenter et à avoir une vraie augmentation technologique violente? Parce qu'en fait, on arrive à un niveau où, quand on raisonne avec de la vision assistée par ordinateur, vous voulez définir que telle voiture est une Ferrari et telle voiture est une Maserati. C'est très très simple. L'ordinateur va être capable de le faire. Vous mettez deux voitures stationnées, une est une Maserati, une est une Ferrari, votre IA, elle va avoir pas beaucoup de problématiques pour le définir. Ce qui devient plus problématique, c'est quand vous voyez qu'un bout de la voiture, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle le moment où l'IA doit faire un raisonnement. C'est-à-dire on ne fonctionne pas que sur ce qu'on voit, mais on crée tout un raisonnement derrière et on fait des hypothèses. Et quand on arrive à ce niveau-là, effectivement, l'intelligence artificielle est encore assez faible. D'accord ? Elle est moins bonne que l'humain, c'est le problème de raisonnement. Et ça, c'est un problème majeur de l'intelligence artificielle de nos jours. C'est tout ce qui est dans le raisonnement. C'est quand même de piètre qualité à l'heure actuelle. Après, attention, parce que le jour où il y aura des intelligences artificielles et des briques technologiques, que ce soit dans le VCR ou dans d'autres aptitudes, on verra un peu après sur d'autres aptitudes de l'intelligence artificielle, des capacités de raisonner, ça va faire un pas de géant dans l'utilisation des intelligences artificielles et ça va être vraiment majeur. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans le VCR, il y a vraiment des gros avancées avec vraiment énormément d'argent qui est mis dessus. Pourquoi ? Parce que justement, ce VCR, c'est un élément clé pour faire en sorte d'avoir des voitures autonomes dans le futur. Donc c'est vraiment un besoin vital pour certains acteurs. Et donc il y a vraiment énormément d'investissements qui ont été mis. D'ailleurs, vous voyez, on a fait des très grands progrès au début. On est parti, on était à 0 en 2015 ou en 2014. Enfin, on n'était pas 0, mais on était à 5-10, quoi. Et vous voyez qu'en moins de 10 ans, on a réussi à arriver à 72. Alors après, je vous accorde, aller de 10 à 60 est beaucoup plus facile qu'aller de 60 à 90. D'accord ? Mais bon, on est quand même sur une pente. On peut dire, la plupart des acteurs sont d'accord pour dire que sur la technologie VCR, d'ici 2035, on devrait dépasser largement les 85 de l'humain. D'accord ? Donc on devrait avoir une courbe qui va se croiser. Donc 2035, c'est dans longtemps, mais c'est pas non plus dans très longtemps. D'accord ? C'est après-demain, quoi. D'un autre côté, vous savez toujours ce que je vous dis, c'est qu'on a une vision, on se dit c'est 2035, ça peut arriver en 2028, voilà, ça peut arriver très très vite. Il y a des briques technologiques sur lesquelles il faut qu'on avance massivement, ça en fait partie. Après, quand est-ce qu'on réussira à avoir une avancée massive, c'est toujours un peu complexe et on peut jamais le prévoir à la bonne date. Donc généralement, vous avez des gens comme Elon Musk qui vous diront demain on y arrive, et puis après vous avez comment ça s'appelle, des chercheurs qui vous diront pas avant 20 ans, pas avant 30 ans. Bon, généralement, le modulo, il est entre les deux. D'accord ? Ça dépend aussi massivement de combien vous mettez d'argent dans la machine. Et là, on peut se dire que comme vous êtes sur une techno qui est vitale
pour l'autonomie des voitures, des bus, de ce genre de choses, vous avez des chances que de l'argent soit mis sur la table de manière massive et donc qu'on avance assez vite. Là, on a la même chose. Donc là, c'est sur l'analyse du langage humain, d'accord? Donc vous voyez, l'homme, en gros, il est à 90, d'accord? Ici. Quand vous êtes sur des choses simples, d'accord? Analyser des textes très simples, l'intelligence artificielle, elle est déjà meilleure que l'humain en moyenne. Parce qu'elle fait 91.82 alors que l'humain est à 90. D'accord? Par contre, dès que ça devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire que le texte a des trous, le texte est plus difficilement compréhensible parce qu'il fait appel à plusieurs notions, vous voyez que par contre, là c'est beaucoup plus compliqué. L'humain est toujours à 90, c'est le score. Par contre, l'intelligence artificielle est à 69.29. Alors ce que vous voyez par contre, c'est que la courbe de progression est bien plus rapide là-dedans que dans le reste. Alors pourquoi est-ce que la courbe de progression est plus rapide entre guillemets dans l'analyse du langage que dans l'analyse des objets et la visualisation? Bah, c'est assez simple, c'est parce que les principales utilisations de l'analyse du langage comme ça, c'est pour faire de la traduction. Or, vous avez tous les acteurs du secteur, Google et compagnie, qui adorent faire ça. Et vous avez un autre intérêt, c'est faire de la modération de contenu. Et donc là, vous allez trouver des acteurs comme Facebook, dont on avait parlé avec leur nouvel super calculateur qui doit faire tourner une IA pour faire de la modération de façon optimale. Donc vous voyez que c'est des gens qui vont investir massivement, qui vont traiter des bases de données considérables. Et donc forcément, ces gens-là, ils doivent s'améliorer dans le temps. Mais bon, ils ont encore du mal sur certains points et sur certaines manières de faire. Après, dès que sur test hard, on passera les 90, la capacité de faire apprendre et de faire ingurgiter énormément de données, même des données qui ne sont pas forcément optimalement agencées à une IA, sera bien facilitée. Donc ça, c'est aussi un moment assez clé. Ça vous montre aussi une chose, c'est qu'on est encore largement à l'ère de l'IA de spécialité, hein, et ça je vous le dis depuis longtemps. C'est-à-dire que vous avez deux missions dans l'IA, vous avez l'IA forte et l'IA faible, avec une IA qui est une IA plutôt de spécialité et une IA qui est plutôt généraliste. L'IA généraliste, on n'est pas du tout encore là, parce que l'IA généraliste, il faudrait avoir une capacité d'apprentissage, il faudrait avoir une capacité de raisonnement, ce que n'ont pas du tout la majorité des IA. La plupart du temps, on est dans de la spécialité et vous avez quelques rares acteurs, d'accord, qui sont capables de créer du raisonnement, mais en fait, ils ne créent pas vraiment du raisonnement. Ils créent une multitude de blocs de spécialité, ils les agrègent ensemble et en les agrégeant ensemble, ça donne un ersatz de raisonnement. C'est ce que fait Palantir ou DeepMind à l'heure actuelle, mais c'est pas un vrai raisonnement. C'est-à-dire que au niveau vraiment fondamental, c'est pas vraiment du raisonnement, mais c'est plus de l'addition d'IA de spécialité qui arrive du coup à créer un pseudo-raisonnement. Mais c'est pas encore un seul programme qui, mis tout seul, va capter de la donnée à droite, à gauche, et puis va faire sa vie et va développer quelque chose. D'accord ? Là, vous voyez, vous avez le nombre d'étudiants qui sont en computer science aux États-Unis, d'accord. Et là, c'est le nombre de doctorants. Donc, vous voyez que pendant un certain temps, de 2010 à 2013, on a été assez stable, d'accord. Et depuis 2013-2014, il y a une grosse hausse. Ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que par exemple de 2019 à 2020, vous avez une hausse des doctorants en computer science aux États-Unis qui est de 11%. Alors que le nombre total d'étudiants en computer science, donc c'est-à-dire ceux qui sont doctorants et ceux qui sont en premier cycle, d'accord, au tout début, donc dans les premières, deuxième, troisième années, il est en hausse de 7%. Ça veut dire que vous avez de plus en plus d'étudiants qui vont sur le doctorat et sur ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que, comme je vous le raconte depuis le début, plus on a de personnes qui font des doctorats, plus on a de personnes qui cherchent à des hauts niveaux, plus vous avez de chances de trouver quelque chose. C'est assez basique. C'est-à-dire, si tout le monde se met demain à chercher de l'or, vous avez plus de chances de trouver de l'or que si on est 4 à chercher. C'est un peu... c'est basique,
C'est un peu con, mais c'est un principe de base. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre l'appétence des sociétés, parce que vous ne pouvez pas dire, vu la hausse des coûts d'inscription aux universités américaines, que la majorité des gens ont décidé que maintenant ils voulaient absolument faire un doctorat. Non. Ce qui fait que la majorité des gens vont faire un doctorat, c'est que la plupart des doctorants maintenant aux États-Unis en computer science, ils arrivent à avoir des bourses ou ils arrivent à avoir des part-time avec des entreprises de la Silicon Valley qui, elles, sont friands de plus en plus de ces recherches fondamentales parce que pour eux, c'est un game changer. C'est-à-dire que pour Google, pour Microsoft, pour Apple ou pour Facebook, le quantique, c'est l'avenir de l'informatique. Donc le premier qui va faire des vraies avancées dans le quantique et qui va vraiment avoir un avantage concurrentiel, il prend un lead considérable sur l'informatique de demain par rapport aux autres. Et donc forcément, si par exemple vous êtes bon dans le quantique et vous avez pris un lead, bah, ça veut dire que vous avez une capacité d'aller disrupter par exemple des acteurs comme AWS, de Amazon ou ce genre de choses. Donc vous comprenez pourquoi ces gens-là investissent de plus en plus massivement dans les doctorants, parce que c'est ceux qui cherchent. Et plus vous en avez, plus vous avez de chances de trouver. Sachant que la problématique de ces gens-là n'est pas de maximiser les personnes qui vont trouver. La problématique de ces gens-là est juste de tomber sur la bonne personne qu'ils vont trouver. Parce que comme ils ont un argent qui est quasi infini, ils peuvent s'amuser à déployer énormément de capital et à en perdre 99% du temps. Leur intérêt, c'est que 1% du temps, ça crée quelque chose de miraculeux qui garantisse le fait que la société va continuer à exister dans 10-15 ans. Alors que s'ils commençaient à se dire, on va essayer de maximiser notre retour sur investissement sur nos chercheurs, et ben ils se concentreraient sur quelques chercheurs, ils auraient moins de chances de trouver. Et par contre, si quelqu'un trouve sur le quantique avant eux ou sur ce genre de choses, bah la problématique, c'est que leur société, elle peut perdre énormément de sa valeur. Parce que quelques technos de rupture peuvent complètement rebattre les cartes pour ces acteurs-là. Donc ces acteurs-là, ils surinvestissent pour s'assurer d'avoir plus de chances de gagner. Voilà. Au même titre que le Paris Saint-Germain empile des stars pour avoir plus de chances de gagner. C'est pas parce que vous empilez des stars et que vous mettez beaucoup d'argent que vous allez forcément gagner. Mais c'est sûr que c'est plus facile de gagner quand vous avez Mbappé, Neymar et etc. que quand vous êtes Bordeaux avec Costil et quelques joueurs. Même si, attention, faut pas critiquer les joueurs de Bordeaux, c'est des joueurs de foot, de qualité et tout, mais bon, vous voyez, il y a une différence de niveau, parce qu'il y a une différence de moyens. Donc voilà, on va continuer maintenant avec un autre point clé, qui est une nouvelle news qu'on a eue avec General Motors, c'est ce qu'on appelle la batterie bidirectionnelle. Et c'est quelque chose qui a été employé une fois il y a quelques temps. Les premiers qui ont employé la batterie bidirectionnelle, c'est Nissan avec les Leaf. C'était à l'époque de la catastrophe de Fukushima. Ils s'étaient retrouvés que les batteries de certaines voitures électriques qui étaient vendues à l'époque au Japon étaient pleines. On avait du mal à amener de l'électricité. Donc Nissan avait réfléchi à comment utiliser ces batteries pour récupérer l'énergie des batteries et les mettre sur autre chose. Par exemple, faire en sorte que vous puissiez allumer le chauffe-eau, faire en sorte que vous puissiez faire pas mal de choses. Donc ça, c'était la première application, c'était dans les années 2011, c'était très limité, mais ça a montré l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est que quand vous avez des véhicules électriques qui ont des batteries qui sont massives, vous stockez de l'énergie. Vous n'avez pas forcément besoin de l'énergie qu'il y a dans votre véhicule électrique tout le temps. Vous en avez besoin que quand vous voulez partir, d'accord? Mais d'un autre côté, si votre batterie elle est pleine et que vous êtes par exemple à 22h, d'accord, le soir, bah, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que la batterie soit pleine? Non. L'intérêt pour vous en tant qu'utilisateur, surtout si la voiture sait quand vous allez l'utiliser, si vous partez tous les matins à 7h, c'est que à 7h, la batterie de la voiture soit pleine, d'accord? Donc tout cet intérêt autour des batteries bidirectionnelles, c'est de se dire que la voiture électrique pourrait devenir une batterie sur roue qui pourrait avoir une capacité de prendre de l'énergie au réseau et d'en retransmettre au réseau aussi. Donc qui pourrait avoir cette bidirectionnalité d'être capteur d'énergie et d'être envoyeur d'énergie. Et ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce que par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple, mais vous prenez votre voiture. On est en France. Il est 19h, tout le monde fait à manger. Généralement, vous avez dans ces horaires-là un pic de demande d'électricité.
Mais c'est pas forcément à 19h que vous allez prendre votre voiture. Vous allez rentrer avec votre voiture. Imaginons que vous n'avez pas beaucoup utilisé votre voiture électrique. Vous êtes à 80% de charge sur votre Tesla. Et bien, ce qui serait intéressant pour le réseau d'Enedis, c'est de se dire, il y a très peu de chances qu'il ait besoin de plus de 70% de charge. Il y a 10% de delta. Là, pendant 1h30, on est en tension dans le réseau. On va récupérer la charge qu'il y a sur la batterie, la réinjecter dans le réseau. En contrepartie, vous, on va vous rémunérer. D'accord ? Et comme c'est un moment où le réseau est très demandé, bah vous allez être rémunéré plus cher que ce que vous a coûté l'électricité quand vous l'avez mis dans votre voiture. D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer après ? C'est qu'une fois que la période de pic est passée, que le réseau se détend, que vous allez vous coucher par exemple. Bah là, la voiture, elle était à 80%, elle est passée à 70%. Et bah là, pendant la nuit, elle va charger les 30% restants. D'accord ? Et du coup, quand vous allez la prendre le matin, vous êtes chargé à 100%. D'accord ? Et du coup, toute la journée, vous êtes comme ça. Et par exemple, vous arrivez au travail, bah, vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas sa voiture sur son lieu de travail, vous arrivez à 9h, le réseau dit, ah bah, de 9 à 10, les usines se mettent à marcher, il y a une demande qui est importante, je peux capter un peu de puissance de la voiture, et dans l'après-midi, il y a un peu moins de demande, ou entre midi et 2, il y a un peu moins de demande, je vais remettre de l'énergie dans la voiture. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très très important. Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, c'est encore une fois très limité à certaines voitures. Mais le but de ces batteries bidirectionnelles, c'est vraiment d'être amené dans toutes les voitures, et vous commencez à avoir énormément d'acteurs qui s'y intéressent. Là, on a une première coopération entre General Motors et Pacific Gas et Electric Company, qui est une des plus grandes sociétés de distribution d'électricité aux États-Unis. D'accord ? Vous avez Ford qui a fait de sa recharge bidirectionnelle de son nouveau pick-up un argument commercial, et vous avez énormément d'acteurs qui font de cette recharge bidirectionnelle un argument commercial. Pourquoi ? Parce que du coup, vous utilisez votre batterie, mais surtout vous rentabilisez votre batterie en lui donnant, en créant de l'argent avec votre batterie, et du coup, ça permet de, entre guillemets, de limiter le coût de la batterie dans le temps. C'est-à-dire que le problème d'une Tesla, c'est que c'est plus intéressant de racheter une Tesla que de changer la batterie d'une Tesla, parce que ça vaut trop cher. D'accord ? Si demain, votre batterie, elle a la capacité de vous racheter de l'argent, ce que vous allez modéliser, c'est le fait de pouvoir utiliser votre voiture, quel coût ça a, et qu'est-ce que vous ramène votre batterie en faisant cet effet de in-out sur le réseau avec la bidirectionnalité de la batterie. Et ces deux choses-là vont faire que le coût de la batterie va être autre, sachant que dans le temps, le but, c'est quand même que le coût de la batterie diminue. C'est aussi un but technologique. Donc en donnant une valeur nouvelle à la batterie, c'est intéressant. Et ça vous montre une nouvelle chose, ça vous montre tout l'intérêt qu'on a de plus en plus de connecter une énorme masse d'objets. Parce que avant, on chargeait la voiture, on lui donnait de l'électricité et c'était tout. Maintenant, on va faire connecter le réseau électrique avec la voiture pour savoir quand la voiture peut se charger, quand la voiture peut rendre de l'énergie au réseau, ce genre de choses. Et donc vous voyez bien que les choses vont beaucoup plus loin. Et si on le fait avec la voiture, on peut le faire avec plein d'autres choses. Par exemple, il y a plein de batteries, vous n'en avez pas forcément besoin tout le temps. Ne serait-ce que, par exemple, dans les usines. Vous avez sûrement des usines où il y a des batteries et où la batterie, elle n'est pas utile chargée à 100%. Mais elle est chargée à 100% parce qu'une batterie, ça charge à 100%. Et si vous aviez une bidirectionnalité sur vos batteries, bah, il y aurait une capacité sur toutes les batteries de la planète de faire ce système de in-out qui est quand même considérable pour amener des choses. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a une vision qui consiste à dire que la voiture pourrait être quelque chose qui vous permet de faire des économies. Alors là, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le véhicule to home. Donc l'idée, c'est ce qui va être mis en place par Pacific Gas, Electric Company et General Motors. Là, c'est vous allez charger votre voiture, on connecte votre voiture au réseau, c'est-à-dire votre maison. Et quand, par exemple, le prix de l'énergie à 19h est très élevé et que vous n'allez pas utiliser votre voiture, et ben votre maison va utiliser la batterie de votre voiture pour faire tourner tous les objets du quotidien. Votre réfrigérateur, votre chauffe-eau, votre machin. Et dès que le prix sera redevenu un prix correct de marché,
et ben il va re-switcher, il va recharger la voiture et faire ce genre de choses. Du coup, quand vous avez des extrémums de marché et que vous avez un véhicule électrique, vous ne subissez pas les extrémums de marché. Ce qui aux États-Unis peut être très très violent, hein, parce que on l'a déjà vu, il y a des gens qui obtiennent des factures de 10 000, 15 000, 20 000 dollars parce qu'ils sont dans un extrémum de marché et on n'a pas les tarifs réglementés comme chez nous et on n'a pas de coupe-circuit comme vous avez en Italie, ce genre de choses où quand vous dépassez un certain seuil de consommation en valeur brute, l'énergéticien est censé vous tenir au courant et vous amener quelque chose. Aux États-Unis, c'est marche ou crève. C'est la méthode américaine, donc quand il y a un énorme problème, bah, ça peut poser vraiment des problèmes importants. Et donc cette bidirectionnalité, c'est vraiment quelque chose de très très important dont on vous parle pas assez. On a Microsoft aussi qui nous annonce une nouvelle passée dans le quantum computing. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que ça montre bien ce que je vous explique avec on prend une technologie, chacun cherche dans une manière de faire et c'est pas la même que celle du voisin et donc du coup ça donne une concurrence qui est saine. Donc vous avez des entreprises comme Google, IBM ou Rigetti dans le quantum qui utilisent la techno Transmon, d'accord, qui est fait de boucles de fils supraconducteurs reliés à un résonateur. Ok, on va passer l'aspect trop technique. Vous avez d'autres entreprises qui sont plutôt des startups qui ont choisi une autre manière de travailler, hein. Quantinuum ou IonQ qui a fait son entrée sur les marchés l'année dernière à travers une SPAC, qui eux utilisent des ions individuels retenus dans des pièges. Donc on en avait déjà parlé pour la SPAC de IonQ. Et en gros, il y avait deux technologies, c'était ces deux-là. Et là, Microsoft est arrivé avec une nouvelle technologie, hein, une nouvelle manière de travailler. Donc l'idée de Microsoft, c'est de faire du topological superconducting, d'accord. Donc c'est une manière de créer des qubits. Bon, on va passer l'aspect trop technique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'était une technologie, on savait qu'il y avait de fortes chances qu'elle fonctionne, mais on n'avait jamais réussi à la faire fonctionner. Mais ce qui intéressait les chercheurs de Microsoft comparativement, par exemple, aux technologies d'avant, donc au Transmon, c'est le fait que cette technologie de Microsoft, elle est considérée comme plus facile à scaler. Donc elle vous amène plus facilement vers quelque chose où vous pouvez travailler sur le scaling de la chose et donc intégrer des briques d'ordinateurs quantiques dans Azure par exemple pour faire certains calculs très complexes. Et donc ça c'est intéressant, donc il va falloir voir si ce qu'on pensait au niveau fondamental, c'est-à-dire que cette technologie était plus facile à faire scaler et était plus facile pour construire des ordinateurs quantiques est vrai ou non, d'accord ? Parce que c'est pas parce que au niveau purement fondamental on pense que dans les faits ça se présente comme ça. Mais des fois on pense que et dans les faits ça se présente comme ça. On en avait parlé avec l'idée des puces, dont la puce Cerberus, qui est la plus grosse puce du monde, avec l'idée de certains fondeurs US que le but n'était pas forcément de faire le plus petit et le plus concentré au niveau des puces, mais que ça pouvait être intéressant d'essayer de faire la puce pas avec la concentration la plus petite, mais la plus grosse possible, mais par contre mettre énormément sur cette puce. Et on en avait parlé et on avait vu qu'au niveau scientifique c'était quelque chose qui se tenait et que quand ils l'ont appliqué, bah, c'est effectivement quelque chose qui avait du sens et que ça permettait de faire certains calculs beaucoup plus vite que certains supercalculateurs avec des puces toutes petites mais des milliards de puces, d'accord, et qu'avec une seule puce de Cerberus on faisait mieux et sur d'autres typologies de calculs on faisait moins bien, d'accord. Donc il y a toujours des avis qui sont divergents. Donc ça c'est une technologie qu'il va falloir suivre. Normalement ils sont censés passer à l'utilisation en production en 2023-2024, donc c'est quand même une étape qu'il va falloir surveiller. Ce qu'il va falloir surveiller aussi, c'est est-ce que le fait que Microsoft arrive à se développer dans cette technologie, est-ce que ça va attirer d'autres acteurs comme Google, comme IBM et tout ça
à venir dans cette technologie-là aussi, ou est-ce qu'ils vont rester sur les technologies précédentes qu'ils avaient choisies et qu'on va avoir une concurrence entre 3 typologies de technologies différentes. Donc ça va être intéressant. Dans Parlons Innovation cette semaine, on a l'agriculture verte dans un désert qui arrive. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que en Arabie Saoudite, c'est difficile de faire de l'agriculture. Vous avez effectivement des nappes phréatiques, mais il faut creuser très profondément. Ça vous coûte énormément d'énergie d'aller chercher cette eau. D'accord? Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que vous pompez du pétrole, vous brûlez du pétrole pour pomper de l'eau pour au final avoir des cultures. D'accord? Et ben là, les chercheurs de l'Institut du roi Abdallah de technologie en Arabie Saoudite ont identifié une nouvelle solution. L'idée, c'est quoi? C'est que vous prenez un panneau solaire, vous le montez, d'accord? Vous allez rajouter un gel par-dessus. Et donc, en fait, avec le gel que vous avez sur le panneau solaire est capable de capter l'eau qu'il y a dans l'humidité de l'air, plus de créer de l'électricité. Donc, du coup, avec l'eau, vous pouvez faire, comme il y a sur l'image ici, une culture. Et du coup, vous produisez de l'électricité, de l'eau, des terres cultivables et du coup des ressources cultivables. Alors pour le moment, ils en sont aux phases de test. Ils vont faire une phase de test grandeur nature dans un désert là en 2023. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que c'est le genre de technologie qui pourrait être des technologies de rupture pour aller utiliser vraiment les déserts. Et il y a de l'humidité dans des déserts. Surtout la nuit, souvent il y a de l'humidité dans des déserts. Alors c'est pas de l'humidité considérable, hein, c'est pas Singapour. Mais leur technologie, elle fonctionne sur une humidité résiduelle entre 15 et 20% dans l'air. Donc il y a plein de déserts qui dépassent ces taux d'humidité, donc sur lesquels il y aurait une capacité de créer des choses. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et surtout, ça a un autre intérêt. L'intérêt, c'est que si on faisait comme ça, bah du coup, on pourrait créer énormément d'électricité. Et une problématique majeure, entre guillemets, des acteurs du solaire, c'est quoi? C'est que si vous voulez créer énormément d'électricité avec du solaire, il vous faut une base au sol qui soit considérable. Parce qu'il faut que vous ayez de la place. Et ça, c'est assez compliqué parce que si vous prenez par exemple des terres cultivables et que vous mettez vos panneaux solaires, bah, elles ne deviennent plus cultivables. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que là, dans leur technologie, dans le papier, c'est bien expliqué. Il y a une capacité de maintenir le fait que la terre soit cultivable parce qu'en faisant ces petits carrés comme ils vous montrent là avec un certain espacement, et ben en fait, vous avez une capacité de toujours avoir assez de lumière pour les végétaux en dessous pour grandir, tout en ayant une capacité optimale d'aller chercher de l'électricité par mètre carré au sol qui est quand même importante, même si c'est moins important que si vous faites que du solaire. Et vous voyez que vous avez un équilibre, et ça c'est des choses qu'on cherche, et c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour certains pays, surtout les pays africains, les pays du Moyen-Orient, ce genre de choses. Vous avez Google aussi qui a fait une avancée avec son processeur quantique Sycamore, qui a fait le plus gros calcul chimique du monde, d'accord? Donc, et qui a obtenu un résultat assez rapide, plus rapide que que si c'est fait par un supercalculateur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que les calculs chimiques, c'est vraiment des calculs qui sont très complexes, avec un besoin de calcul qui est important. Et c'est considéré comme une des premières applications avec la physique du quantique. Pourquoi? Parce que aussi bien la physique que la chimie, ça vous demande énormément de calculs dans des environnements que vous maîtrisez un minimum. Donc c'est des super terrains de jeu pour le quantique. Et donc c'est des endroits où devrait y avoir énormément de choses qui vont avancer. Et après vous découlez du coup en chimie de tout un tas de sous-segments sur lesquels vous allez effectivement avoir des avancées. Donc par exemple les réactions moléculaires, hein, voilà, qui peuvent donner un peu des aperçus de ce qui va se passer sur des batteries pour créer des nouvelles générations de médicaments, ce genre de choses. Donc ça c'est des choses, le quantique pourrait aider grandement là-dessus. Alors, j'ai vu vos questions, hein, comme d'habitude j'y répondrai à la fin. D'accord.
Euh, Donc on continue avec cette semaine du coup l'hebdo des cryptos. Donc là on voit cette semaine du coup bon vous avez le Bitcoin qui a été airdrop aux euro possesseurs de comment ça s'appelle de Singe App, d'accord, qui est monté massivement. Bon vous pouvez pas vraiment discuter là-dessus parce que c'est vraiment enfin c'est une spéculation et c'est un nouveau listing donc ça veut rien dire je trouve. Après vous avez Ethereum classique qui a bien pulsé de 80% cette semaine. C'est intéressant parce qu'il remonte quand même assez haut Ethereum classique, hein. C'est vraiment une remontée assez importante parce que là on revient plus ou moins on revient à peu près à ce qu'on avait en novembre. Donc après ça avait beaucoup baissé parce qu'on avait fait un plus haut aux alentours de combien? Alors attendez, il faut que je ressorte le texte. Aux alentours de 130 ouais, aux alentours de 134 $. Et là on était à moins de 40 $. Et du coup on a bien rebondi. Bon après c'est un rebond hein, dans une tendance qui est toujours très baissière dans l'univers des altcoins. Vous avez la même chose hein, sur Loopring, ce genre de choses. Là aussi hein, c'est des rebonds dans une tendance fortement baissière. Alors vous aurez pu les jouer hein. Ça c'est tout à fait possible de jouer ces rebonds. Il y en a qui savent très bien le faire hein. Voilà. Moi après je suis pas un grand joueur de rebond, mais pour vous donner une idée, le LRC il était monté à 7 $. On est à 1 $ et on avait fait un plus bas à 0,75. Donc on a un peu remonté et on est remonté sur les 1,08. Mais on est quand même toujours un peu dans la même chose. Loopring, on vient d'en parler. Bitcoin Coins, c'est la même chose. Quantum, Dash, Kusama, Celo, IoTex, c'est pareil. D'accord. Vous avez en baisse Airwave, The Graph, Cadena, Neutrino USD et DAI. Donc vous avez deux stablecoins et après vous avez deux coins. Mais c'est vrai que Cadena et Airwave c'était beaucoup monté avant. Excusez-moi. Donc ce qui est monté avant, c'est normal que même en période d'explosion, comme ça a eu un petit côté explosion en amont du phénomène global, bah, le jour où les autres commencent à rattraper, bah, celle-là elle commence à un peu plus souffrir. C'est un peu normal, c'est un phénomène de vague que vous avez. C'est un phénomène que vous explique très bien Mathieu, avec le phénomène d'onde de choc, qu'il explique très bien dans ses services chez Agora, si ça vous intéresse. Ce genre de trading d'onde de choc où vous allez chercher un actif qui est l'actif premier, et après ça va aller sur des actifs secondaires petit à petit, en forme d'onde de choc. C'est vrai dans les marchés, c'est vrai dans les marchés des cryptos. Alors dans les marchés des cryptos, ça va un peu plus vite que dans les marchés généraux. Mais voilà. Hop là, pardon. On passe du coup aux métriques de la blockchain. Donc au niveau de l'adoption, les adresses actives, vous voyez que le Stellar a beaucoup remonté, que le Dogecoin continue à bien descendre, le Ripple aussi, que le Litecoin est pas mal monté, que le Tezos est beaucoup monté aussi cette semaine, que Ethereum n'a pas beaucoup bougé et que Bitcoin est pas mal monté. Au niveau du number of owners, donc ça c'est des gens qui ont à minima 10 $, dans leur wallet. Vous voyez qu'il y a une petite montée sur Bitcoin, une petite descente sur Ethereum. Mais sur Ethereum, il y a eu sur le mois et demi qui vient, on était en toute petite hausse. Mais par contre, vous voyez que contrairement à ce qu'il y a eu chez Bitcoin, où il y a eu une forte montée, puis après une descente assez forte, puis une remontée, chez Ethereum, c'est une courbe qui est un peu plus plate. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait une croissance qui soit un peu plus faible. Donc voilà. Vous avez Stellar, oui, c'est rien passé. Polkadot qui a pas mal monté. Cardano qui a pas mal monté aussi.
Litecoin qui remonte un peu, mais ça avait bien descendu. Bitcoin Cash qui fait pas grand chose, mais vous voyez que c'est vraiment une vague celle-là. Ethereum classique qui est à 0 et Tezos qui monte de 0,3. Et Tezos, vous voyez, vous avez la même chose mais en mieux que sur Ethereum. Vous avez une montée qui a été assez forte, puis après une montée un peu plus faible. Bon, ça correspond aux montées qui sont fortes, ce que vous voyez sur beaucoup d'actifs là, ça correspond encore à un moment où les marchés des cryptos étaient quand même en tendance assez haussière, avec pas mal de spéculation, donc forcément ça a attiré du monde. Au niveau de l'usage, les sommes transférées en dollars, bon, elles baissent un petit peu sur Bitcoin, elles montent très fortement sur Ethereum, elles montent très fortement sur Ripple aussi, elles montent très fortement sur Cardano, après elles baissent sur tous les autres, les altcoins, ce genre de choses, donc ça c'est normal, hein. Ça indique quand même qu'il y a des fortes, des fortes baisses et des forts dégagements de ces altcoins. Ce que vous voyez qui est vraiment problématique, c'est par exemple, vous voyez que Algorand, Internet Computer, Bitcoin Cash, Ethereum classique ou Tezos, vous êtes vraiment sur des transferts, des volumes de transferts qui sont très faibles. Parce que si toutes les autres, Litecoin, vous êtes au-dessus du milliard, Dogecoin aussi, Stellar aussi, Polkadot aussi, Cardano largement et tout. Sur tous les autres, vous êtes bien en dessous du milliard. Donc ça indique quand même que l'utilisation de la blockchain n'est pas fameuse, avec une transfer value qui est assez faible. Et ça peut être problématique. C'est surtout problématique quand même pour Tezos et pour ICPT. Parce que là, vous êtes vraiment très très faible, hein. 18 millions et 13 millions, c'est vraiment rien du tout. Donc là, il faudrait vraiment que la chaîne se développe beaucoup plus fortement. Là, on a la même chose pour les stablecoins. Donc le nombre d'adresses, vous voyez, sur Tether, il est en hausse sur Ethereum, il est en baisse sur Tron et sur Omni. USDC, il est en hausse de 4%. Le reste, c'est tout en baisse. C'est normal, pourquoi? Parce que généralement, l'utilisation des adresses des stablecoins diminue quand les altcoins font des hausses phénoménales. Pourquoi? Parce que tout le monde s'amuse à trader, donc tout le monde vend ses dollars pour acheter des altcoins et profiter de la hausse. Donc la question c'est, est-ce que la semaine prochaine ça sera déjà fini, ou est-ce que c'est un vrai moment de autre chose qu'un rebond purement technique que les gens ont timé et sur lesquels ils investissent? Donc ça, il faudra voir. Vous voyez qu'après, par contre, en compte d'exposants de Tether et tout ça, vous avez quand même des fortes hausses. Vous avez des hausses sur Tron, vous avez des hausses sur Binance, sur le DAI, sur l'UOB et sur le Paxos Gold. Toujours, ça c'est parce qu'il y en a beaucoup qui jouent le Gold. Au niveau des flux, bon, c'est pas mal à peu près partout. Il n'y a pas des choses considérables. Il n'y a que le Gemini dollar qui monte beaucoup en flux, mais la donnée n'est pas de top qualité, donc il va falloir attendre plusieurs semaines avant de pouvoir comparer ça dans le temps. Donc on continue. Donc là, 2022, l'année de l'utilité. Pourquoi est-ce que j'ai titré comme ça? Parce que l'idée c'est quoi? L'idée c'est que là vous avez l'utilisation des blockchains et les volumes, et vous voyez que on a l'année 2021, l'année 2020 pardon, l'année 2021, et vous voyez qu'il y a des zones où il y a vraiment des hausses fondamentales. Donc vous avez l'Amérique latine, vous avez l'Afrique subsaharienne, ce genre de choses. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que ça montre que dans des zones très précises, et c'est surtout Amérique latine, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, et enfin Moyen-Orient c'est ici, et là c'est Afrique et Sub-Sahara. Vous avez des fortes utilisations, et ça correspond plus ou moins à une vision qu'on a et dont je vous raconte depuis longtemps. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Européens, on a une vision du Bitcoin et des crypto-monnaies sous l'angle technique. Typiquement, vous avez la technique du comment ça s'appelle,
Les NFT, c'est une technologie, et soit vous l'utilisez de telle ou telle manière, mais c'est une technologie. Donc nous, on voit plutôt la technologie. Vous avez des endroits où on le voit aussi pour de la spéculation. Ça, c'est ce que vous faites beaucoup, du trading sur des actifs, Bitcoin, Ethereum, ce genre de choses. Et après, il y en a, ils ont une vraie utilité derrière. Et ça, c'est ce que vous voyez, ce qui se développe depuis 1 ou 2 ans. C'est en Afrique, les pays qui passent du franc CFA aux crypto-monnaies. Parce que les habitants de ces pays-là trouvent que détenir du Bitcoin, détenir des stablecoins dollars, c'est plus intéressant que détenir du franc CFA. La même chose au Venezuela avec la monnaie. La même chose maintenant en Russie. Donc vous voyez qu'il y a quand même de plus en plus une utilisation très forte et une cryptoisation des marchés où les monnaies ont tendance à perdre beaucoup trop de valeur avec des inflations qui sont trop fortes et des gouvernements qui gèrent pas optimalement la monnaie. Donc là, forcément, et c'est là où vous avez la plus forte utilité, hein, parce que vous voyez, Afrique subsaharienne, Asie-Pacifique, Amérique latine, et vous êtes en dessous avec Western, Europe de l'Est, Europe de l'Est, de l'Ouest, Moyen-Orient et Australie, Nouvelle-Zélande. Vous voyez que quand même, bon. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est 2 zones où il faut vraiment que vous regardiez. C'est Afrique du Sud, Afrique et Afrique subsaharienne, d'accord, et Amérique du Sud. C'est 2 zones clés pour l'utilité parce que c'est des zones qui ont vraiment des problèmes monétaires depuis très longtemps. Et s'il y avait une capacité des cryptos de cryptoiser ces économies et de répondre de la bonne manière aux besoins de ces populations-là, ça pourrait vraiment être un vrai game changer dans l'utilisation des cryptos à très long terme. Et ça trouverait vraiment la chose qui nous intéresse depuis longtemps, c'est-à-dire l'utilité. C'est-à-dire qu'on peut dire que depuis entre 2010 et 2015, à part spéculer et s'amuser à faire quelques petits trucs sur des crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies avaient quasiment pas d'utilité. Depuis 2015, on commence à avoir des utilités. Alors vous l'avez plus sur des crypto-monnaies comme Ethereum avec les smart contracts, ce genre de choses. Mais aussi sur Bitcoin, c'était avant tout du trading. Et puis même sur Ethereum, il y avait quand même beaucoup de trading. Et maintenant, depuis quasiment 2017, 2018, surtout 2019, on voit vraiment des gens qui veulent être payés en crypto-monnaie, ce genre de choses. Donc il y a une vraie utilité, une vraie importance dans le cycle qui arrive. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que ce qui va driver la vraie création de valeur de nos crypto-monnaies à long terme, c'est l'utilité. Hein. Si on s'amuse juste à spéculer comme on le faisait avec les bulbes des tulipes, on va faire des trucs qui montent, des trucs qui descendent, des trucs qui montent, mais on va pas être sur un système de vagues. Là, l'utilité fait qu'en fait, les gens sont toujours structurellement acheteurs parce qu'ils ont l'utilité de la crypto-monnaie, donc ils font un plancher à la crypto-monnaie, et donc on est dans un phénomène de vague. On spécule, ça monte haut, on décroît, on fait un point bas, on spécule, on fait un point haut qui est plus haut que le point haut précédent. La deuxième spéculation, on redescend, on fait un point bas qui est normalement plus haut que le point bas précédent, etc. Et on fait un phénomène de vague. Et ce phénomène de vague, il est soutenu par le fait qu'il y a de l'utilité, que les gens aiment la technologie et l'utilisent. Et donc plus ils l'utilisent, plus voilà, vous êtes rattrapé. Vous avez un peu la même chose dans le software as a service. C'est-à-dire qu'en 2000, qu'est-ce qui a fait que la crise était importante? C'est-à-dire que vous faisiez une société de software et on disait on va vendre des softwares à tout le monde. Et à la fin, quand tout le monde vous disait ah je crois fort en vous, tout le monde investissait dans la société et vous valiez des centaines de millions. Mais vous n'aviez rien vendu à personne. Le jour où les gens commencent à avoir peur que tout ce que vous ayez dit c'est du bullshit entre guillemets, votre valorisation elle peut passer de 500 millions à 0. Et il n'y a rien qui peut sous-tendre votre idée en disant mais si je vous dis on est en train de révolutionner le monde, d'accord? On prend l'exemple maintenant. Les valorisations cet été étaient complètement déraisonnables dans les boîtes de software as a service. Mais la différence par rapport aux 2000, c'est quoi? C'est que là, quand ça descend, d'un autre côté, tous les jours, il y a des clients qui signent pour des logiciels de software as a service, de façon de plus en plus importante. Donc les boîtes créent de plus en plus d'argent. Donc au bout d'un moment, le fait que vous vendiez des actions, ça va se retrouver avec l'utilité de ces logiciels et vous allez arriver à un moment où beaucoup d'investisseurs vont dire ah, attends mais là c'est déraisonnable, on est passé bien en dessous de la courbe, c'est une boîte qui est pas chère, on la rachète. Et du coup vous avez, alors que vous n'aviez pas ce soutien en 2000 parce on valorisait que sur de la technologie, et valoriser une technologie sans chiffre d'affaires, sans machin, c'est un phénomène un peu voilà, c'est comme Dieu quoi. Vous y croyez ou vous y croyez pas, mais c'est difficile quoi.
Quand moi je parlais des technologies de Palantir il y a 5-6 ans, la plupart des mecs ils me disaient t'es un fou. Bah parce que soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Quand on arrive sur des technologies comme ça, c'est vraiment une notion de croyance. C'est pas, il y a pas de, alors il y a des indications. Hein. C'est comme quand vous recrutez des joueurs de foot dans un centre de formation et qu'ils ont 14 ans. Il y a des indications qui vous font penser que ce jeune, il a la capacité de devenir Mbappé. Mais est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez l'indication, le jeune, il va devenir Mbappé? Non. 90% du temps, il va sortir du cycle et il va même pas devenir un joueur pro. Et les 10% restants, ils vont devenir des joueurs pro. Et sur les 10% restants, il y en a peut-être 0,2 ou 0,5 qui vont devenir Mbappé une fois dans leur vie. Voilà, c'est tout. Donc c'est un peu différent. Mais cette utilité, elle est très importante dans les crypto-monnaies. Dans Parlons Crypto de cette semaine, on a le Salvador avec un sondage de la Chambre du commerce du Salvador entre le 15 janvier et le 9 février. Donc seulement 14% des 137 entreprises interrogées ont effectué des transactions en Bitcoin. Alors seulement 14%, c'est parce que voilà, on est dans un pays qui favorise beaucoup le Bitcoin, mais ça vous montre quand même que l'utilité et l'utilisation globale, elle est assez limitée. Là, vous êtes sur une 35 entreprises qui ont fait cet effort. C'est assez faible, donc il faut quand même sérieusement pousser la machine. On en est au début, d'accord ? Et vous êtes avec plus de 90% des entreprises interrogées qui ont dit que l'adoption du Bitcoin dans le pays ont eu peu d'impact sur leurs ventes, donc que ça n'a rien changé. Donc ça montre que c'est encore nouveau, et ça montre que vous avez besoin que le nombre de personnes qui utilisent des crypto-monnaies monte de façon encore plus vite pour vraiment irriguer la société et pour que tous les acteurs au Salvador aient intérêt à accepter des crypto-monnaies et que la majorité des transactions se fassent en crypto-monnaie. Donc ça montre qu'il y a encore tout un chemin et qu'on est au début de cette adoption dont je vais en parler plus haut. Un autre point aussi, c'est que le gouvernement du Salvador nous avait dit qu'ils allaient lancer leur obligation volcanique. Donc ça, on en avait déjà parlé, je les avais bien critiqués en janvier de cette année, en disant que c'était vraiment de la spéculation. C'est toutes les obligations que le Salvador lance autour de sa cité du Bitcoin, ou pour acheter du Bitcoin et tout ça. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'en gros, quand ils vont sur les marchés, ils empruntent à 9, et quand ils empruntent en Bitcoin, ils empruntent à 5. Donc le chemin est vite tracé. Vous allez emprunter en Bitcoin, sachant que emprunter en Bitcoin est plus dangereux pour eux et pour les investisseurs qui leur prêtent que d'avoir de la dette en dollars ou en monnaie locale classique. Donc c'est quand même un peu déraisonnable. Moi, ça me montre que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que s'ils l'ont pas lancé, soit au niveau technique ils sont pas prêts, ils en ont conscience, c'est déjà une bonne nouvelle. Soit il y a plus de chances, c'est-à-dire que l'appétit des investisseurs il était pas là, donc ça veut dire quand même que les investisseurs sont pas dans un phénomène d'emballement comme on voyait un petit peu en novembre, ce genre de choses où le moindre truc pouvait lever de l'argent un peu n'importe comment, et ça c'est dangereux parce que quand on est à ce niveau d'emballement où tout le monde pense qu'il peut to the moon et gagner des milliards, c'est là qu'on risque de se prendre une porte de saloon de manière très violente. Et donc le fait qu'on soit pas là, ça valide quand même mon idée que on est dans une phase de consolidation, mais qu'on n'est pas dans un hiver non plus des crypto-monnaies considérables, et que les rebonds qu'on voit dans les altcoins, c'est quand même que des rebonds et pas un cycle qui repart fondamentalement. On a après Yuga Labs, donc qui est le créateur des Bored App Club, des Bored App Yacht Club, donc BAYC, d'accord, qui a racheté avec sa précédente levée de fonds les CryptoPunk et Mibit, et qui a lancé son token, le App Token, d'accord, qui a levé 450 millions de dollars à une valorisation de 4 milliards auprès du fonds d'investissement Andersen Horowitz. Pour ce qui en fait le plus gros tour de table pour une entreprise de NFT. Alors après, attention, parce que Andersen ils ont obtenu des droits sur les AppCoin. Donc le fait d'investir, on leur a rétrocédé des tokens aussi. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont investi à 450 millions, d'accord, ils ont investi 450 millions à 4 milliards de valorisation, mais ils ont récupéré une partie en AppCoin qu'ils ont pu revendre automatiquement. Donc pour eux, l'entrée au capital a quand même pas été tout à fait la même. Donc ça, il faut faire attention. Faites très attention dans l'univers des cryptos.
quand on vous parle de sociétés qui émettent des fonds, parce que si elles émettent des fonds à une très forte valorisation, mais qu'en contrepartie, elles diluent fortement sur le token, et ben en fait, à quoi ça correspond? Ça correspond au fait que le fonds d'investissement donne une survalorisation à la société qui détient les actions qui détient le token et l'aspect intellectuel du token, d'accord? Donc on lui donne une très forte valorisation et il se rattrape sur cette valorisation en obtenant des tokens et il va revendre ces tokens sur le marché, ce qui va diminuer son coût d'entrée dans la société de base. Et pour l'avantage, pour les gérants d'une société comme ça, l'avantage c'est quoi? C'est que vous allez émettre assez peu de capital sur votre société qui gère les tokens et vous allez en émettre beaucoup sur les tokens, mais les tokens ils sont partagés avec tout le monde dans l'univers d'Internet et avec tous vos utilisateurs, et généralement c'est pas là où la valeur est située, mais dans la holding qui détient l'actif intellectuel. C'est pour ça que c'est intéressant de faire attention avec les projets qui sont détenus par des entreprises, parce qu'on peut vous diluer sur les deux points, et en tant que détenteur de tokens, vous pouvez être le dindon de la farce, alors que quand vous êtes sur des projets communautaires comme Bitcoin, Ethereum, détenus par des fondations, il n'y a pas de capacité d'aller émettre de l'argent au niveau de la fondation et d'aller donner des tokens à la volée, donc c'est un peu différent. Donc moi j'ai quand même toujours une préférence pour ces projets qui sont détenus par des fondations, pour éviter qu'on ait une capacité de certains acteurs d'aller lever sur la holding de tête en donnant des tokens à celui qui apporte du capital et toute l'architecture qu'il y a derrière. On a aussi CoinCheck, qui est une société japonaise, une plateforme d'exchange, la numéro 1 au Japon avec 1,5 million de clients vérifiés, qui envisage de se coter au Nasdaq à travers une fusion avec la SPAC Thunder Bridge Capital Partner 4. Donc ça c'est aussi quelque chose qui va être à suivre, ça nous donnera des bonnes métriques d'utilisation des crypto-monnaies au Japon. Et ça c'est quelque chose d'intéressant, vous savez qu'on en a parlé la semaine dernière sur la Corée, avec le fait que malgré que les Coréens aient mis en place des nouvelles mesures drastiques pour limiter les spéculations sur les crypto-monnaies et pour limiter la capacité des exchanges à ouvrir des nouveaux profils d'utilisateurs, et ben on était sur des plus hauts historiques. Donc ce qui prouve que malgré qu'on soit en bear market, que ça soit devenu plus compliqué, les Coréens ont envie de participer à l'univers des crypto-monnaies. On continue avec l'hebdo du gaming. Donc là, on va passer avec une petite vidéo. La petite vidéo numéro 1, c'est Enemy. Hein, d'accord. Donc Enemy, c'est la nouvelle cinématique de Unity. Ça vous montre les nouvelles capacités du moteur graphique. Ce qui est intéressant aussi, c'était que Unity, qui était plutôt pour les indépendants, est en train de devenir vraiment un gros moteur graphique pour tout le monde. Et surtout, ça vous montre aussi les nouveautés. C'est-à-dire que là, l'idée, à travers le nouveau moteur graphique, c'est de dire que à travers le moteur graphique Unity, on pourra faire des jeux, des films, des dessins animés, et qu'on pourra tout faire sur le même moteur graphique. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour l'avenir. Le fait est que la capacité qu'on voit dans la bande-annonce au niveau de la vision des personnages, de ce genre de choses, c'est vraiment des choses très immersives, très nouveaux qu'on a. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est intéressant pour le métaverse, pour le futur, parce que plus ça sera immersif, plus vous avez de chances d'aimer. Je pense que le métaverse, comme on le voit actuellement, c'est les petits bonhommes à la façon kawaii. Je doute que ça soit quelque chose qui nous intéresse grandement. Je pense qu'il y a plus de chances que le métaverse, on y trouve de l'intérêt si on est sur un monde qui est comme le nôtre, mais très beau et qui nous rapproche, mais qui est digital. Donc qui a les avantages digitales sans les inconvénients du physique. Je pense que les mondes kawaii existeront aussi, mais il va y avoir une multitude de métaverses. C'est juste qu'il y aura deux typologies de métaverses différents. Enfin, en vérité, il y en aura beaucoup plus que deux. Mais voilà. Donc ça montre vraiment l'avancée qu'il y a eu. Donc maintenant, je vais me taire. On va voir la vidéo et on continuera à en parler juste après.
Donc voilà, c'était une petite démo de Enemy d'Unity. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est une cinématique en temps réel, hein, donc fait avec le moteur de Unity. Il n'y a pas d'humains qui ont été utilisés, c'est que du rendu informatique. Donc c'est vraiment exceptionnel de qualité. On est vraiment très proche de la réalité, vous l'avez vu, hein. Alors à un moment c'est un peu coupé parce que je faisais autre chose et du coup ça a un peu coupé, je suis désolé. Mais voilà. Mais du coup, ça c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez bien les images comme ça. Imaginez si demain on est capable dans les livres des enfants de mettre des phénomènes où vous avez des reconstitutions de pyramides, ce genre de choses, avec des choses comme ça aussi immersives, aussi importantes. Si au niveau de la médecine, enfin pour tous ceux qui ont joué à des serious games ou des choses comme ça, c'est quand même très peu immersif. Parce que si la pratique, la procédure est très bien respectée, l'univers graphique est très très loin de ce qu'il y a dans la réalité. Donc par exemple quand vous êtes en médecine, bah, le fait de ne pas voir les pigments de la peau, ce genre de choses, et d'être sur quelque chose de très typé, une pathologie, ça peut être problématique. Avec ce genre de choses, de nouveautés, il y a quand même des capacités de s'ouvrir des nouveaux segments qui sont considérables. Et c'est vraiment intéressant. C'est aussi intéressant pour le secteur du gaming parce que on connaît tous une chose dans le secteur du gaming. Plus on est immersif, plus on se rapproche de cinématiques qui sont proches de l'humain, plus les jeux transmettent quelque chose. Plus aussi on peut créer des vraies séries à travers des jeux, ce genre de choses. Donc là, vous voyez qu'on a fait 2 minutes. Mais il y a moyen de créer toute une série à travers ce genre de choses. Donc après, à la limite, vous n'avez même plus besoin de tourner la série. Vous la créez entièrement sur ordinateur. Et vous en faites une avec des artistes et tout ça. Et faites ni plus ni moins que ce que font Pixar ou ce genre de choses avec les dessins animés. Sauf que là, on est arrivé tellement proche de la réalité, tellement proche du cinéma classique, qu'entre guillemets, ça se superpose. Et ça, c'est des choses qui sont quand même considérables. Ça montre aussi l'avantage pour ces sociétés comme Unity, comme Epic Games, ce genre de choses, qui étaient des sociétés qui créaient des moteurs graphiques pour les jeux vidéo. Et maintenant, ces moteurs graphiques, vous voyez qu'il y a une utilisation qui est de plus en plus massive. On en fait des séries, on en fait des films, on en fait ce genre de choses. Et donc, on duplique l'utilisation de ce genre de choses. Et ça, c'est quand même intéressant. On a les ventes de consoles aussi cette semaine. Donc, au niveau des consoles en 2022, donc pour le moment, on a vendu 1 346 000 PS5, 1 438 000 Xbox One X, VS. L'année dernière, on a vendu 8 753 et 12 585. Et des Switch, on en a vendu 3 532 vs 25 015 000. Donc c'est quand même pas oufissime le départ cette année. Ça montre que la pénurie est encore là, hein, qu'il y a encore un peu de mal à vendre. Vous voyez que là où ça se voit surtout, c'est sur la PS. Parce que vous voyez que par exemple, vous arrivez à avoir des ventes qui sont les mêmes alors que vous aviez une part de marché qui était à 27,2 et 18,9, d'accord. Et là vous êtes sur une part de marché les ventes de l'année de 21,3 pour 22,8, donc qui est en faveur de Microsoft cette année. Donc ça c'est parce que Microsoft est mieux capable de gérer l'approvisionnement des consoles. Après la question c'est est-ce que chez Sony ça va pas être rattrapé dans le temps. Alors ça c'est une question qui se pose parce que structurellement depuis 20 ans Sony a toujours eu plus de parts de marché que Microsoft. Et là, ça pourrait changer. Parce que si on continue comme ça sur l'année, à la fin de l'année, on pourrait avoir un changement. Si Sony a toujours autant de mal à livrer des PS5. Donc il va falloir voir. Donc voilà. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir si la Switch rentre vraiment dans un cycle de baisse de vente massif. Comme il y avait eu comme problématique sur la Wii. Et est-ce que ça pose des problèmes à Nintendo ou pas. Donc ça, c'est des choses intéressantes qu'on va pouvoir voir. Mais vous voyez que en gros, en 2022, on fait des ventes de 6,3 millions sur les 3 premiers mois de l'année. Alors, si on compare à 2020, c'est pas un énorme problème, d'accord. On n'est pas sur quelque chose de catastrophique. Par contre, si on compare à 2021, on est sur une sérieuse baisse. Alors que on voyait tous une capacité de normaliser le secteur du gaming en 2022
avec les pénuries qui s'arrêtaient. Et ça recoupe ce que je vous disais la semaine dernière. C'est-à-dire, je pense que avant le Q3, Q4 de cette année, il y aura quand même du mal à avoir une stabilisation dans le secteur des semi-conducteurs. Là, on continue avec Ubisoft qui annonce Ubisoft Scalar, qui est une nouvelle manière de travailler les jeux vidéo en mettant les jeux d'Ubisoft dans le cloud. Donc encore une fois, on va voir une petite vidéo, je vais me taire et après on en parlera. Donc voilà. Donc là, on est sur Ubisoft Scalar, donc c'est du cloud computing. Donc l'idée c'est quoi? C'est encore une fois, comme je vous le disais chez Microsoft, chez d'autres acteurs qu'on aime beaucoup. Pourquoi? C'est de transférer la limitation physique, c'est-à-dire vous avez un ordinateur, vous avez une console, et de la transférer dans le cloud. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dans le cloud, vous n'avez plus besoin de vous demander quelle est la puissance de l'ordinateur de monsieur machin, quelle est la puissance de la console, ce genre de choses. Et ça permet de construire des jeux bien plus vastes. Il faut savoir que l'architecture limite beaucoup ce que vous pouvez faire dans un jeu, c'est-à-dire ce qu'on vous a montré juste avant de la part de Unity. C'est compliqué de le faire démarrer sur un PC classique parce que si vous êtes sur un PC de gamer comme moi, ça va marcher aux petits oignons. Si vous êtes sur un PC un peu plus limité, ça va pas tourner et ça va être problématique. Donc généralement, les éditeurs sont obligés de ménager la chèvre et le chou. Alors pour éviter ce genre de choses, on a créé des architectures qui sont des architectures uniformes. Alors c'est quoi une architecture uniforme? C'est une console. Parce que vous ayez une Switch en France, que vous ayez une Switch en Allemagne, que vous ayez une Switch au Japon ou ailleurs, l'architecture est assez souvent la même, d'accord? Des fois, il y a quelques petites pièces qui peuvent bouger, mais la majorité du temps, l'architecture est assez proche d'être la même, et la puissance de calcul est assez souvent la même. Et la puissance de la console est assez souvent la même. Donc ça donne un avantage aux éditeurs, c'est que vous avez une uniformité, donc vous créez quelque chose pour la PS, pour la Xbox, et vous pouvez l'optimiser. Sur PC, c'est plus compliqué parce que chaque PC a ses propres cartes graphiques, ses propres fonctions, sa propre RAM. Vous pouvez avoir beaucoup de RAM et une petite carte graphique, vice versa. Enfin, il peut y avoir énormément de spécificités, donc c'est très très compliqué. Donc le fait est
que plus le monde du gaming va se cloudifier et plus on va transmettre la partie architecture dans le cloud à des univers sur lesquels c'est Ubisoft qui va la gérer de façon totale et c'est plus nous qui allons la gérer, plus déjà on fait des économies parce qu'on n'a plus besoin de changer de PC quand notre PC est plus assez puissant, parce qu'en général le gros du calcul se passera dans le cloud. Il y a un autre avantage, c'est que pour les éditeurs et pour les gens comme Ubisoft, il y a une capacité d'aller créer des univers beaucoup plus vastes, beaucoup plus importants, de mettre à jour ces univers de façon beaucoup plus facile. Donc ça c'est quand même important parce qu'il faut savoir quand même qu'un jeu top qualité comme Cyberpunk ou ce genre de choses, vous avez des ventes qui sont limitées tout simplement parce que les gens n'ont pas la possibilité matérielle de tous y jouer parce qu'ils n'ont pas le PC qu'il faut ou la console qu'il faut, d'accord ? Donc ça c'est vrai que le fait de passer au cloud, ça va augmenter le TAM à une condition, et c'est bien la condition dont on parle depuis longtemps, c'est la capacité qu'on a d'avoir un débit constant qui nous permet de récupérer les informations qu'a calculé le cloud pour nous les envoyer, d'accord ? Et donc pour ça, il vous faut quand même des débits informatiques extrêmement puissants, extrêmement constants. Donc c'est pour ça que c'est intéressant la 6G, les systèmes au-dessus, les nouvelles fibres, ce genre de choses, parce que c'est vraiment des points clés techniques qui vont changer le monde de demain. Après par contre, une chose est sûre, quand vous avez l'architecture, c'est-à-dire que vous avez le Game Pass comme Microsoft, les serveurs pour faire tourner les jeux, et tout ça, vous vous rendez bien compte, la valeur que vous allez capter, elle est considérable. Et donc pourquoi est-ce que Ubisoft annonce Scalar et vient se mettre en concurrence avec Google et compagnie ? Parce qu'Ubisoft sait que s'il reste purement éditeur de jeux et créateur d'univers, la majorité de la valeur, plus tard, elle sera dans les détenteurs de Game Pass et dans les détenteurs d'infrastructures cloud qui seront capables de créer les jeux et de les optimiser. Et dans ces deux typologies d'univers-là, la plupart des éditeurs gaming actuels, ils sont quand même largement en retard. Que ça soit EA, Ubisoft et compagnie, ils sont très en retard. Parce que dans le Game Pass, en gros, vous avez Microsoft qui est tout là-haut, un peu après Sony, et puis tous les autres, ils sont vraiment beaucoup en dessous. Dans les univers, avec les magasins d'applications, vous avez Epic Games et Steam, et puis c'est à peu près tout, les autres sont quand même bien derrière. Donc vous voyez bien que pour les éditeurs, ça devient quand même compliqué, donc c'est pour ça que Ubisoft annonce Scalar. L'avantage, ça va être quoi ? C'est que Scalar, c'est une technologie qu'ils vont pouvoir utiliser en interne. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles va y avoir des avantages pour Ubisoft. Après, est-ce qu'il y aura une capacité pour Ubisoft d'être meilleur que ce que fait Microsoft et tout ? La bataille est lancée. La R&D est plutôt du côté de Microsoft parce qu'il y a plus de capacité, il y a plus d'ingénieurs et il y a plus de connaissances du cloud du côté de Microsoft que du côté d'Ubisoft. Après, l'avantage pour Ubisoft, c'est que leur but, et tous les ingénieurs cloud de chez Ubisoft ne travaillent que à faire réussir le monde du gaming et Scalar, alors que chez Microsoft, on a envie d'utiliser le cloud pour énormément de choses, donc on n'est pas spécialisé dans le gaming. Le gaming, c'est juste une brique parmi tant d'autres. Donc, est-ce que la spécialité ou la généralité va gagner ? C'est un combat. Des fois, en informatique, c'est plutôt ceux qui sont dans la spécialité et qui arrivent à faire des trucs très précis qui gagnent. Et des fois, c'est ceux qui sont dans la généralité, mais avec beaucoup de moyens qui gagnent. Donc ça, on verra. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne news pour Ubisoft. Après, la question, ça va être de savoir le coût et la capacité qu'il y a derrière d'utiliser ça. Mais c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Ubisoft. Donc après, dans Parlons Gaming cette semaine, on a CD Projekt Red qui annonce qu'il abandonne son moteur graphique, qu'il avait créé pour Cyberpunk. L'idée c'est quoi ? C'est qu'ils vont passer par le moteur graphique de Unreal, d'Epic Games. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, CD Projekt nous dit que à l'heure actuelle, maintenir un moteur graphique en interne, le gérer et tout ça, ça prend trop de ressources. Et donc ça vous montre bien le pivot sur lequel on arrive dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'avant, beaucoup d'acteurs avaient leur propre moteur graphique et le développaient en interne pour des questions de spécificité. On voulait un truc spécifique qui fait les jeux qu'on aime faire. Et donc du coup, chaque éditeur crée son petit univers et son petit moteur graphique. Et maintenant, on est tous en train de se recentrer sur ce que fait Microsoft, sur ce que fait Unity, sur ce que fait Epic Games. Et pourquoi ça ? Parce que de plus en plus, on rentre dans un phénomène où créer un moteur graphique coûte énormément d'argent. Donc les gens n'ont pas le moyen de maintenir leur moteur graphique technique à jour.
Et du coup, ils préfèrent passer sur une technologie d'un autre. Et ça vous montre bien l'intérêt de détenir des briques comme Unity ou comme Epic Games, qui sont les deux plus gros moteurs à l'heure actuelle dans l'univers du gaming. Alors après, vous avez un moteur chez Amazon, un moteur chez Microsoft et un moteur chez Sony aussi, mais qui sont quand même un peu moins utilisés au niveau global. Voilà. On a Qualcomm aussi qui a annoncé le lancement de Snapdragon Metaverse Fund. Donc l'initiative, elle sera dotée de 100 millions de dollars et le but c'est d'investir dans des créateurs de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et j'ajoute bien réalité augmentée parce que trop souvent les gens raisonnent en limitant le métaverse à de la réalité virtuelle. Mais n'oubliez pas que le métaverse c'est aussi l'amélioration du quotidien avec de la réalité augmentée. Et en revenant sur ce que vous avez fait avant, ce qu'on a vu avant avec Unity, imaginez si demain, quand vous visitez un château ou un musée, il y a une capacité de la pièce de s'animer en réalité augmentée avec une qualité des visages et tout aussi bonne que ce que vous avez vu dans la vidéo d'Unity. Vous voyez bien que la manière d'éduquer les enfants, la manière de transmettre l'histoire et tout ça va changer. Donc on est vraiment dans un pivot de l'histoire et c'est pour ça que je parle souvent du fait que on va être les rares. Alors je pense que ça dépend quel âge vous avez, mais je pense que si vous avez mon âge, on va être les rares humains à profiter de ce que j'appelle un pivot civilisationnel. Donc un pivot civilisationnel, c'est un moment où on a une telle innovation qui se passe et un tel changement dans notre manière de voir le monde, de le pratiquer, que la civilisation complète va changer. Et je pense que d'ici 30-40 ans, on aura fait un pivot civilisationnel, peut-être un poil plus, et donc j'aurai sûrement la chance d'en faire partie. Et ça, c'est quelque chose de très très rare. C'est quelque chose d'important aussi pour nous en tant qu'investisseurs, parce qu'un pivot civilisationnel, ça change structurellement tout. Si vous voulez, un pivot civilisationnel qui a été important, c'est la découverte des Amériques avec la capacité d'aller s'étendre et d'aller créer des colonies et ce genre de choses. Ça, c'était un pivot civilisationnel. Avant, on était limité à un espace géographique qui était assez faible et on a eu une capacité de s'étendre massivement et ça, c'est un vrai pivot civilisationnel. Dans Parlons Résultats, on a Razer qui a publié une année 2021 record, avec des ventes de 1,6 milliard en hausse de 33% par rapport aux 1,2 milliard réalisés en 2022. Donc ça montre que dans l'univers du hardware, il y a vraiment eu des bons résultats pour tout le monde. Donc la question c'est est-ce que ça va continuer en 2022 ? Et là on commence déjà à voir certains acteurs qui disent que les ventes de périphériques de souris, de manettes, de trucs comme ça diminuent un petit peu. Donc ça il va falloir voir dans le temps. Et on finit rapidement avec l'hebdo des marchés. Cette semaine, pour faire léger et tout ça, parce que je suis encore un peu malade, on parle que d'une seule chose, le pétrole russe qui passe sous les 30 $ de discount. Donc vous voyez, il y avait eu un petit rebond ici. On a eu un petit rebond aussi ici avec une hausse une reprise de 0,10 sur le discount. Et ce matin, mardi et mercredi, le discount a encore augmenté, donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous payez 115 le WTI aux États-Unis, et ben en fait, les Russes vendent leur pétrole aux alentours de 85 $, donc entre 80 et 85 $. Donc ça, c'est vraiment un élément clé à suivre. Pourquoi ? Parce que ce niveau de vente du pétrole et cette manière d'avoir un discount, plus il va être important, plus il va durer longtemps, et plus, entre guillemets, on va réussir à faire descendre les prix du pétrole et à garder ce discount actif, plus, entre guillemets, vous allez manger les capacités de la Russie d'obtenir des devises et donc de soutenir son effort de guerre. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi aussi c'est important ? Parce que si on avait, comme vous l'avez raconté certains, qui vous disent il n'y a pas de problème, les Chinois et les Indiens vont acheter tout le pétrole des Russes et ça va bien se passer, on aurait eu une certaine stabilisation et là on l'a pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous avez un grand jeu qui commence avec les traders chinois, les traders indiens et les acteurs du secteur pétrolier. C'est quoi ? C'est de proposer aux Russes
d'acheter mais avec des discounts toujours plus importants en disant bah écoutez les Européens peuvent pas consommer donc on vous propose tel tarif puis on vous propose tel tarif puis on vous propose tel tarif et il y a des vrais traders chinois qui sont très agressifs là-dessus. J'ai vu passer un truc il y a pas longtemps avec un trader chinois qui a obtenu une cargaison, alors certes c'était une petite cargaison mais avec un discount de $55 sur le WTI. Donc là, ça commence à être important. Donc ça vous montre quand même la capacité, la tension que vous avez en Russie. Et c'est un problème parce que quand vous sortez du pétrole d'un puits, bah, il faut vraiment le vendre. C'est très difficile de stocker du pétrole. Donc vous avez besoin de le vendre à quelqu'un qui va l'utiliser. Donc vous commencez à avoir des choses. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant parce qu'une guerre, ça dure longtemps. Hein. N'oubliez pas que tous ceux qui vous disaient ça va durer 2 semaines et tout, ça c'est fou. Oui, quand on est allé au Mali, on était face à des gens pas trop préparés. On est arrivé en 2 semaines, on avait récupéré et après c'était de la guerre d'opposition. Mais dites-vous que rien qu'en Irak, les Américains ils ont mis 40 jours avant de stabiliser le truc. Et vous êtes l'armée américaine contre l'armée irakienne. Et l'armée irakienne, elle s'est effondrée. Il y a eu une capacité de résistance qui a duré une semaine et demie. Puis après, ça a été surtout des poches d'insurrection qu'il a fallu mater et tout ça. Ils ont déjà pas réussi, les Russes, à faire effondrer l'armée ukrainienne. Et après, ils ont encore les poches d'insurrection et le combat de long terme. Donc, ils sont rentrés dans un combat qui peut durer des mois et des mois. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller scrupuleusement, ce graphique-là. Parce que plus ça va durer longtemps, plus ce graphique-là va nous montrer le besoin des Russes d'aller à la table de négociation. Parce que plus ce graphique va se dégrader, et plus le pétrole WTI ne va plus monter, voire va descendre, plus le prix de vente va être bas. Et il faut savoir que le budget russe, il est à $40 le baril d'équilibre. Si on descend sous ces $40, ça commence à devenir compliqué pour la Russie. Donc avec un discount de $30, il ne faut pas que le prix du baril WTI, d'accord, il passe sous $70. Donc on n'est pas du tout encore à ces $70, on est loin de là, il y a de la marge. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on commence à avoir un petit peu une consommation qui est un peu plus basse, parce qu'on commence à avoir un peu de destruction, de décroissance, ce genre de choses, qu'on commence à avoir quelques pays comme les Canada, les États-Unis qui pompent un peu plus, on peut faire baisser un tout petit peu le prix du pétrole, l'amener vers $90. Donc déjà, ça devient tendu pour les Russes. Et si en plus, les Chinois, les Indiens continuent à faire ce jeu de dire bah nous on vous l'achète mais avec un discount toujours plus important et que les Européens et les Américains continuent le système de sanctions, bah d'ici un mois et demi, on pourrait passer sous le seuil des $40 d'équilibre. Et là, ça forcerait Poutine à aller chercher un deal parce que ça serait très difficilement tenable pour l'économie russe. Alors après, il y a une autre solution. Et ça serait la bombe atomique, et c'est ce dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà. La bombe atomique, ça serait quoi? Et ça, les Allemands commencent à en parler de plus en plus. Ça serait de dire que le gaz et le pétrole russe, on va le taxer. D'accord? Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que si vous taxez à l'entrée de l'Union Européenne le gaz et le pétrole russe, bah, les compagnies pétrolières et les compagnies de distribution de gaz et tout ça n'auront d'intérêt à l'acheter que si le prix que leur vendent les Russes plus la taxe en Europe égale le prix du marché international. Sinon, ils diront bah, je peux pas te l'acheter parce que je suis full perdant. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent bah, en Europe, on n'a qu'à taxer très fortement le pétrole russe, utiliser ce qu'on taxera du pétrole russe pour construire des nouvelles zones de stockage et tout. Donc, ça aura un effet inflationniste de court terme sur le prix du pétrole. Mais si on met une taxe vraiment punitive, ça sera tellement punitif que les marchés ne pourront pas monter trop fort à cause de cette taxe. Et donc que ça va obliger juste les Russes à vendre avec plus de discount. Et plus on oblige les Russes à vendre avec du discount, plus on les amène à la table de négociation. Ça vous montre que le boycott n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Alors le problème des Allemands, c'est que comme ils ont passé les dernières années à faire les cons, bah, plus personne les écoute. Mais sur ce coup-là, je pense que les Allemands ont plutôt raison. Ça serait plus intéressant pour nous, Européens, de ne pas boycotter le pétrole et le gaz russe, mais de le taxer très fortement pour le rendre très peu rentable pour les Russes et pour que nous, on crée de la valeur très fortement et qu'on pousse les Russes à la table des négociations en leur donnant le minimum de cash possible. Donc voilà. Ce soir aussi, ce matin, Poutine a décidé qu'on devait payer en roubles. Alors l'idée pour Poutine, c'est quoi? C'est que quand vous êtes à l'heure actuelle sur le marché des devises, en gros,
le gros acteur des marchés des devises en Russie, c'est la banque centrale russe. Pourquoi ? Parce que les banques ont mis des telles restrictions sur les flux de liquidités, que ça soit du côté américain à cause des sanctions ou du côté russe à cause des limitations qu'ils ont mis à leur population, que en gros vous n'avez que très peu d'acteurs sur le marché russe, et le fait de demander aux compagnies comme Total et tout de payer en roubles, ça va faire quoi ? Ça va faire que Total et tout ça va devoir se procurer du rouble. Pour se procurer du rouble, elle va aller sur les marchés, elle va trouver en face d'elle la banque centrale russe qui va émettre du rouble pour donner à Total, pour que Total puisse acheter du gaz, et en échange Total va donner de l'euro, du dollar, ce genre de choses. Donc l'avantage pour eux c'est quoi ? C'est que ça permet d'obtenir des monnaies entre guillemets fortes, tout en soutenant le cours du rouble pour diminuer l'inflation. Donc ça montre quand même que s'ils arrivent à ce niveau-là, l'inflation interne en Russie commence à être un problème, et que la Banque centrale pense qu'il faut réussir à stabiliser la dépréciation du rouble pour ce genre de choses. Alors après, est-ce que ça marchera ? Parce que la question est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous obtenez du rouble, vous avez du rouble, c'est bien beau, mais est-ce que Xiaomi, quand vous voulez lui acheter des téléphones, il va être accepté d'être payé en rouble ? Peut-être pas, il va peut-être accepter d'être payé qu'en yuan. Donc vous aurez toujours un petit problème de quelle est la masse monétaire entrante dans la banque centrale et la masse monétaire sortante, parce que vous avez besoin de liquidité et vous avez une sainte horreur de la part de la plupart des entreprises du rouble. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir se poser des questions. Voilà, c'était à peu près tout pour ce soir. Donc maintenant, on va passer à vos questions. Alors, bon, je n'ai pas de son. Ah, j'espère que tu as trouvé le son au milieu, Olivier, mais normalement, il y a du son, parce que sinon les autres auraient râlé aussi, je pense. Bonsoir Arthur, les ETF crypto répliquent-ils vraiment les cryptos ? Merci. Ça dépend de l'ETF. Vous avez des ETF qui sont synthétiques, et vous avez des ETF qui détiennent réellement de la crypto. Et donc qui vont répliquer moyennement, ce genre de choses. Attention aux ETF crypto, parce que vous avez beaucoup d'ETF crypto, il y a une arnaque. Ça consiste à quoi ? Ça consiste à dire que l'ETF, il achète de la crypto-monnaie, d'accord ? Par exemple du Bitcoin. Il va le mettre sur des processus, des protocoles de lending, par exemple. Donc ça va créer un rendement. Et en fait, le créateur de l'ETF, il va garder ce rendement pour lui. Il n'est pas réinjecté dans l'ETF. Et donc en fait, vous avez le risque du lending, c'est-à-dire du stacking dans l'univers des cryptos, sans en avoir la plus-value. Et vous êtes juste exposé aux cryptos. Alors, il y a de multiples questions. Je comprends que ce soit plus facile d'acheter un ETF que ce genre de choses, mais il faut faire attention, parce que le fait de ne pas pouvoir faire du stacking, c'est quand même un peu dérangeant. Après, si vous voulez juste avoir des cryptos et que vous voulez pas faire du stacking pour des questions de sécurité, à ce moment-là, il y a quelques ETF qui font pas de stacking, mais c'est de plus en plus rare parce que ça rapporte tellement d'argent que la plupart des acteurs préfèrent le faire. Mais c'est mieux de prendre un ETF qui vous rémunère sur le stacking. Alors après, il y en a qui prennent des pourcentages, des trucs. Faut aller dans les conditions de chaque ETF, parce que chaque ETF a une manière de faire, et puis même dans l'année, ça peut changer. Bonsoir, que penses-tu dans l'entreprise Rigetti ? L'action a bien baissé depuis que ce n'est plus une SPAC. Je fais très attention aux sociétés de quantum, aussi bien Rigetti que IonQ, parce qu'à mon avis, la problématique de ces sociétés, c'est que vous êtes dans une recherche qui est au tout début, et c'est très difficile de savoir quand est-ce que vous allez passer à une utilisation qui peut être massive, et en même temps, c'est des sociétés qui ont levé quelques centaines, voire quelques milliards d'euros, enfin de dollars, mais en face d'elles, elles ont des mecs comme Microsoft, comme Google, qui ont une capacité d'investir dans le quantique chaque année 5 milliards sans que ça change rien à leur vie de tous les jours. Donc si vous voulez, la concurrence, encore une fois, c'est pas parce que vous avez le plus que vous allez gagner, mais c'est quand même plus facile de gagner quand vous avez beaucoup. Donc ces actions-là, je préfère attendre qu'il y ait des vrais indicateurs de traction avant de me mettre dessus. La récupération d'eau de condensation existe déjà dans le désert de l'Atacama, ce sont des murs de nuages. Oui, ça existe déjà. Non, mais je vous dis pas que la technologie est totalement nouvelle. C'est une technologie qui existe. Ce qui est intéressant là, et ce qui rend cette technologie vraiment unique, c'est le fait d'ajouter un gel sur un panneau solaire, ce qui permet de capter l'eau à travers le panneau solaire en même temps que vous captez l'électricité. C'est ça qui est nouveau, c'est la nouveauté de ce gel qu'on met sur un panneau solaire.
Et c'est ça qui est une technologie de rupture et qui peut être intéressant. D'accord ? Ça peut d'ailleurs être intéressant aussi pour les fermiers européens ou les fermiers américains. Vous mettez sur votre serre des panneaux solaires et en plus vous récupérez de l'eau, de l'humidité ambiante, donc votre consommation d'eau va diminuer. Donc forcément vous faites de l'optimisation. Voilà. Bonjour Arthur, est-ce que Tencent a donné une date pour la distribution des actions JT.com ? Il faut voter en AG et ça n'a pas encore été voté. Donc il va falloir attendre l'AG et puis après on aura le calendrier. Au prix où est Tencent, ça peut être une belle opportunité, non ? Pour 21 actions Tencent, on aura le droit à une action JD. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour 21 Tencent, on aura le droit à une action JD. Donc après, il faut faire le calcul, de combien ça reviendra, ce genre de choses. Mais voilà. Tu penses quoi du défi gamified avec rendement de 200%? Cela peut tenir longtemps. Non. Non. Le défi gamified à 200% de rendement, ce n'est ni plus ni moins que du Ponzi. C'est en fait, c'est tu joues un jeu, tu débloques des trucs et les autres te les achètent parce que ils en ont besoin pour avancer dans le jeu et puis tu stacks tes trucs et en stackant tu crées du rendement et tout. Mais ça n'a aucune, voilà, ça n'a aucun avenir de long terme. Hein. Ce n'est pas possible. De toute façon, dites-vous bien une chose. Quelque chose qui vous promet 200% de rendement en faisant du lending comme ça, tous les ans, en vous disant ma manière de faire, elle marche et ça marche à tous les coups, c'est pas possible. Ça n'existe pas. On n'a jamais filé de 200% de rendement aux gens comme ça. Ça n'existe pas. Forcément, quand vous êtes comme ça, c'est qu'il y a une couille dans le potage. Et donc, c'est généralement l'actif sous-jacent, il va perdre de la valeur. Et la perte de valeur de l'actif sous-jacent est compensée par la hausse, par le rendement qu'on vous offre, entre guillemets. Mais après, la question, c'est est-ce que la perte est totalement compensée, pas totalement compensée, ce genre de choses. Ça, c'est autre chose, c'est à vous de voir. Reprise épidémique dans le monde, retour sur des valeurs Covid. Moi, j'en ai renforcé un petit peu, ouais. Il y a une bonne reprise. Alors après, je pense que la reprise, elle sera limitée, que ça va être un cycle qui va être moins violent que... Enfin, peut-être plus violent en contamination, mais qui sera moins violent en nombre de personnes à l'hôpital que le cycle précédent. Donc ça montre bien l'idée qu'on avait et que j'ai développée plusieurs fois pour les abonnés de New Tech Insider, qui est que chaque fois qu'on fait un nouveau cycle, la mortalité diminue, la contamination augmente, puis on va arriver à un moment où, entre guillemets, on va être dans une maladie basique et classique, et puis à ce moment-là, bon, on sera dans quelque chose de simple, d'accord, à gérer, et qui sera géré comme les épidémies de grippe, ce genre de trucs. La question, c'est plutôt la fréquence de reprise de l'épidémie, parce qu'une épidémie de grippe, c'est généralement 1 à 2 fois par an maximum, d'accord, alors que le Covid, vous avez jusqu'à 4 cycles par an, donc ça devient un peu gênant s'il y a 4 cycles, alors qu'avant il y avait 2 cycles, ça peut devenir gênant. Après, attention, c'est des choses qui peuvent changer avec le temps. La question, c'est aussi le taux de mortalité d'une épidémie de grippe, entre guillemets, normale, vs une épidémie de Covid. Et la question, c'est est-ce que le fait d'avoir une épidémie de Covid va limiter les épidémies de grippe traditionnelles ou pas ? Ça, c'est des choses qu'on va voir que dans le temps, mais qui auront un impact sur notre façon de vivre et aussi sur certaines entreprises de diagnostic, ce genre de choses. Après, vous savez ce que je pense. Je pense que de toute façon, le monde est fait ainsi, est fait de telle sorte que de toute façon, on va de plus en plus tester, parce qu'à chaque fois qu'on va avoir une maladie, on va essayer de tester massivement. Je pense que les Chinois, ils ont une problématique, ils n'ont pas fait de vaccin ARN, donc ils ont un vaccin qui est moins efficace. Donc ils ont la problématique d'avoir des gens qui n'ont pas ni l'immunité naturelle, ni l'immunité vaccinale. Et donc en fait, si vous avez ni l'un ni l'autre, effectivement, même si BA2 est peut-être pas très agressif comparé à Delta ou ce genre de choses, la problématique c'est quoi ? C'est que comme ils n'ont pas cet historique qu'on a nous en Europe et aux États-Unis de contamination et de vaccination, bah forcément le taux de létalité peut être un peu plus élevé, et comme c'est une maladie qui se déploie très facilement et que la Chine c'est un pays très urbain, bah vous pouvez avoir un pic de contamination qui est très violent, et du coup vous pouvez très vite avoir des hôpitaux qui sont pleins à cause de ça. Et donc c'est pour ça que la Chine est obligée de gérer en zéro Covid.
Mais c'est justement parce qu'ils n'ont pas assez de gens qui ont été contaminés et parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix de vaccin. Je pense que de toute façon, le bon choix de vaccin, ils vont finir par le faire. Soit ils vont réussir à avoir un vaccin classique et assez efficace, plus efficace que leur Sinovac actuel. Soit ils vont finir par faire de l'ARN messager comme les autres. Sachant que de toute façon, plus ils avancent, plus le nombre de Chinois qui ont été mis en face du virus est important. Et de toute façon, les mesures de restriction sont quand même bien moins importantes en Chine en ce moment que ce qu'elles ne l'étaient avant sur les précédents cycles. Donc ça montre quand même quelque chose. Même si, attention, ils font encore des lockdowns, ce genre de choses. Bah, le problème de Biocinex, c'est que si tu étais abonné New Tech Insider, tu le serais, parce qu'on en avait parlé. Mais l'historique de croissance, il n'est pas de top qualité. Et le management, il n'est pas de top qualité. Après, je pense que c'est une société qu'on paye pas cher avec le cash. Mais voilà, on évite de parler de décortiquer la société totalement. Mais il y a des sociétés que je préfère à Biocinex. Parce que je pense que Biocinex, on paye un risque qui est important. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Guillemot a bien remonté. Oui, Guillemot a bien remonté. Elle est remontée parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui pensent que Guillemot va faire une très bonne année. Alors, je sais pas. Si vous pensez que Guillemot peut faire à minima l'année qu'il a fait en 2021, en 2022, c'est pas très cher. Si vous pensez comme moi qu'on est de plus en plus proche du haut de cycle et que vous savez pas très bien où va être le bas de cycle, ça peut être un peu compliqué. Non, les nouveaux mouvements chez comment ça s'appelle, chez Biocinex m'ont pas fait évoluer. Je pense que à l'heure actuelle, quand on achète un peu de Novacite, quand on achète un peu de Terradiag, on fait de la spéculation. Ils arriveront sûrement à en sortir avec des plus-values et donc c'est sûrement une bonne allocation du capital. Après, il y a toujours le problème du hors Covid, c'est-à-dire que hors Covid, même si vous prenez Biocinex à l'heure actuelle, que vous dites qu'ils vont racheter tout Novacite et tout Terradiag, en hors Covid, ils font 80 millions d'euros de chiffre d'affaires à tout casser. D'accord? Donc c'est quand même pas magnifique. Et là, c'est dans l'idée où ils rachètent Novacite et Terradiag, ce qui est loin d'être fait, et ce qui leur coûterait quasiment tout leur cash. D'accord? Donc c'est pas non plus totalement possible. Donc je pense que c'est pas simple pour eux. C'est vraiment pas simple. Hein. Donc moi j'ai peur quand même que après le Covid, on passe dans un phénomène un peu plus compliqué, sachant qu'en plus la plupart des acquisitions qu'ils ont faites là en ce moment, c'est plutôt des acquisitions de type R&D, donc pour développer des nouveaux produits innovants et les amener sur le marché. Et ça, la problématique, c'est que vous savez jamais s'ils vont avoir raison ou pas. Hein. S'ils achetaient d'autres producteurs de tests ou d'autres distributeurs, on pourrait valoriser. Quand vous commencez à acheter des trucs de très forte R&D aux États-Unis et tout, c'est assez complexe de savoir si les gens ils vont avoir raison ou pas. Hein. Vous savez pas vraiment. Donc le risque il est quand même bien élevé sur Biocinex. Alors après, ça change pas que Biocinex a quand même gagné beaucoup de pharmaciens en tant que client, a énormément de travail à faire à mon avis en fournissant des pharmacies sur énormément de supports, des brosses à dents, les thermomètres, les machins. Enfin à mon avis il y a énormément de travail à faire sur la gamme qui est produite et il y a énormément de choses à faire. Après voilà, il va falloir du temps à mon avis. Que penses-tu du secteur des semi-conducteurs avec une grande dépendance au gaz néon ukrainien qui a un impact pour l'approvisionnement? Je pense que ça dépend de l'acteur sectoriel sur lequel tu es. Plus tu es sur des créateurs de machines ou plus tu es sur des acteurs très solides comme Samsung et TSMC, moins c'est gênant. Parce que plus ces gens-là ils vont être capables d'obtenir le résiduel de gaz néon et plus ces gens-là ils vont être capables d'imposer des prix à leurs clients qui va être fort. Et donc c'est eux, si tu veux, dans le marché qui ont la poigne et qui décident de ce qui va se passer. Plus tu es sur des acteurs petits, qui ont par exemple des spécialistes des semi-conducteurs mais qui font des toutes petites séries ou ce genre de choses, plus ça peut être compliqué. Donc moi je vais privilégier surtout les gros du secteur. Déjà parce qu'à mon avis, si les petits ont du mal à se fournir en gaz néon et tout, ils auront du mal à survivre. Donc il y aura des opportunités d'aller acquérir des gens pour les gros du secteur. Et en plus, je pense que les gros du secteur, pour leur business à eux, ça va pas beaucoup changer quelque chose. Parce que s'ils peuvent produire moins, ils vont juste augmenter les prix. Et à la fin, ça va faire la même chose pour eux. Et je pense que pour les créateurs
pour les machinistes et tous les gens comme ça ne change pas le fait qu'on a besoin de plus en plus de semi-conducteurs. Donc on va juste augmenter le nombre d'usines au niveau mondial, et donc il faudra quand même que ces usines, on installe des machines dedans. Donc voilà. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Bon, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur notre site internet Opportunité Techno. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, à commenter, à partager les vidéos, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à partager avec vos amis le lien Twitch en leur disant que c'est une bonne émission, ce genre de choses. Plus vous serez nombreux, plus on sera content. Si vous êtes intéressé par cette découverte du portefeuille et tout ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner à New Tech Insider. Vous avez un lien d'abonnement juste en dessous. Si vous êtes intéressé par un service un peu plus complet, vous pouvez nous contacter et contacter directement Younes par téléphone. Vous trouverez le numéro sur le site d'Agora pour vous renseigner sur notre nouveau service Elephant Investing Club, où je vous accompagne toute la journée sur votre réflexion d'investissement, ce genre de choses, qui est beaucoup plus poussé que New Tech Insider. Donc voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez commenter sur notre chaîne YouTube, il y a le lien juste là, sur notre site internet. Vous pouvez aussi commenter et nous envoyer des petits commentaires, des petits remerciements, tout ce que vous voulez, des questions, des choses que vous trouverez qu'on devrait mieux faire ou faire autrement, à la-rédaction-tech@publication avec un s-agora.fr. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.